Une lumière vive brille au bout du couloir alors que quelqu'un essaie de l'atteindre. Soudain, le garçon jette un coup d'œil sur le côté, les yeux grands ouverts, choqué. Apercevant une bête fonçant sur lui, le loup se jette, mais le garçon esquive habilement, en voyant la bête s'écraser contre le mur, des débris volant partout. La créature réalise qu'elle a raté son coup et se met en mode rage total. Désespéré de ne pas se faire attraper, le protagoniste s'enfuit pendant que l'animal le poursuit. Retour en arrière, il y a 10 ans, un tunnel massif d'un autre monde est apparu à Tokyo. Et de ce tunnel, des bêtes avec un virus méchant sont sorties en rampant. Des gens ont été attaqués et infectés ce jour-là, et bientôt, des porteurs ont commencé à apparaître, apportant des infections secondaires qui ont détruit leurs hôtes, faisant plus d'1 million de morts. Après cela, d'autres tunnels sont apparus partout au Japon, un peu plus petits, et ceux qui n'avaient pas de pouvoir ont dû courir pour sauver leur vie, tout comme Seki. Même après avoir perdu ses parents et que sa sœur ait été infectée, tout ce qu'il peut faire, c'est sprinter. Kedo se précipite vers son équipe avec la bête toujours à ses trousses, tandis que l'un d'eux crie « Les voilà ». Un garçon se demande si cette bête est la dernière, et un autre avertit Seki que la ligne d'arrivée est juste là. Le garçon continue de courir, son visage est un mélange de panique et de détermination. Avec une hache brillante, Goto Ratsuki se prépare à abattre la bête. Il s'avère que certaines personnes ont obtenu des pouvoirs spéciaux après avoir reçu des vaccins raffinés de porteurs. Sans hésiter, le gablon charge la bête avec sa hache, son pouvoir agissant comme un bouclier contre les porteurs. Le proto s'échappe tandis que l'homme frappe entre la tête et le torse de l'animal, envoyant du jus de fraise partout. Se sentant victorieux, le jeune homme se vante d'avoir bien touché le monstre, puis saisit la tête de la créature pour attraper le cristal. Excité, il montre la pierre au reste de l'équipe tout en la vérifiant. Soudain, quelqu'un appelle le capitaine Goda. Une femme apparaît, le félicitant pour le travail, puis dit que tous les porte-avions de la région sont grillés et que les tunnels ont officiellement disparu. Souriant, le capitaine dit qu'il est temps de terminer la journée, ajoutant qu'avoir un appât facilite tout, tandis que Seki Kedo reste assis là. Embarrassé, le garçon ne peut que fixer le sol. Nous changeons de scène, où le protagoniste se détend dans une chaise, regardant l'argent que l'association a envoyé pour le travail. La même femme qui les a félicités est assise à côté de lui. Il demande si c'est fini, et elle dit que tous les résultats étaient négatifs. Pendant que le reste de l'équipe bavarde, Seki grogne en disant qu'il n'aime pas ses inspections après la mission. Mizuno le rabroue alors en disant qu'il ne devrait pas dire ça s'il ne comprend pas la situation actuelle. Le proto baisse la tête, se sentant mal à l'aise, pensant qu'il n'a aucune immunité contre le virus du porteur, ce qui signifie qu'il ne peut pas prendre le vaccin car même une petite égratignure pourrait être fatale. Kedo réfléchit au fait qu'aucun cas comme le sien n'a été trouvé et que cela fait de lui l'appât parfait. Mizuno essaie de détendre l'atmosphère, disant qu'il est super gentil et que les autres le trouvent drôle, mais qu'il doit vraiment se calmer avec ça. Le proto demande si ce qu'il fait n'est pas bien puisque la paix est revenue, et conclut que s'il ne peut pas être un appât, il ne mérite pas d'être appelé un purificateur, s'excusant d'avoir inquiété la jeune femme. La fille dit que même sans immunité spéciale, un jour, il sera reconnu comme un véritable purificateur. Mais d'ici là, elle assurera ses arrières. Rouge de ce qu'elle vient de dire, elle devient toute timide, et le garçon se sent mal à l'aise. Bientôt, elle se démêle et dit qu'elle va prendre un verre, le laissant seul. Le protagoniste glousse en pensant que c'est fou qu'une fille aussi jeune dise ça, puis se dit qu'il ne peut pas laisser Mio le voir aussi déprimé. Soudain, une fille apparaît, allongée sur ses genoux, et il sursaute. Il demande rapidement depuis combien de temps elle est là, et Mio dit qu'elle vient d'arriver. Sa sœur commente qu'elle n'aurait jamais pensé que son frère timide s'entendrait avec une fille. Le héros répond que c'est juste une collègue. La fille souligne alors que Mizuno a une belle poitrine, laissant Kedo rougir fortement. Le proto demande si elle peut marcher, et elle se demande s'il a terminé le travail en tant que purificateur. Seki dit alors qu'il s'est assuré de s'occuper des chargeurs, faisant sourire sa sœur, mais soudain, elle commence à tousser bizarrement, ce qui pousse le garçon à se précipiter pour l'aider. Mayo dit qu'elle va bien et qu'avoir un frère qui est un héros de la justice la rend super fière. Notre garçon est totalement déconcerté par ces mots et lui demande de tenir bon encore un peu jusqu'à ce qu'il trouve un remède. La jeune femme hoche la tête mais dit à son frère de ne pas en faire trop. Après un moment, le protagoniste dit au revoir à Mayo dans les couloirs, puis reçoit une notification de la montre à son poignet, disant qu'un autre tunnel vient d'apparaître. On voit que le tunnel s'est ouvert juste devant l'hôpital, laissant tout le monde à l'intérieur du bâtiment totalement secoué. Le chef d'équipe dit que 2 porteurs en une journée, c'est beaucoup trop. Mais puisqu'ils sont tous là, il appellera ça un coup de chance. Le groupe de purificateurs attend les porteurs, se demandant s'ils viendront du même tunnel qu'avant. Soudain, 2 bêtes massives sortent de l'endroit. Goto sourit, stimulé par le défi, et se prépare. Un des animaux se rapproche en rampant, l'air féroce. Mais le mec balance sa hache, envoyant du jus de fraise voler partout. Quelqu'un crie que c'est ce qu'ils attendent de Goto. Le capitaine remarque que quelque chose ne va pas avec la hache, réalisant qu'elle est totalement usée. Et pendant qu'un des gars demande ce qui se passe,
la créature se jette sur lui. Il crie de panique, demandant si le chef n'a pas éliminé cette chose. Du jus rouge commence à jaillir alors que le jeune homme appelle le nom de Goda. Un des garçons implore de l'aide, mais Goda dit que le gamin est déjà cuit. Goda, les yeux fixés sur les bêtes, se demande ce qui se passe et pourquoi son coup n'a pas porté. Soudain, un autre membre de l'équipe dit au capitaine de regarder devant car quelque chose d'étrange se produit près des créatures. Sortant de nulle part, le garçon qui s'est fait attaquer se réveille. Tout le monde autour est figé sous le choc et la peur. Le corps du garçon flotte et tourne sa tête vers eux, montrant qu'il n'est plus humain alors qu'il se jette sur Goda. Le mec blond recule et crie à l'humanoïde de reculer, puis lui lance la hache. La bête s'envole. Tout le monde crie, demandant ce qui se passe, mais Gotan ne peut pas expliquer. Pensant, il dit que quand quelqu'un se fait frapper par un ours, il se fait soit dévorer vivant, soit se transforme en poussière. La bête humaine charge en retour, et avec elle, les chiens et les monstres commencent à prendre des vies. Les yeux de Gotha s'écarquillent d'horreur, et il s'enfuit, criant que personne ne l'avait prévenu de cela. Il se précipite dans l'hôpital, dépassant les gens à toute vitesse. Le protagoniste voit tout le monde se précipiter et demande si c'est fini. Entendant la voix du garçon, le visage du capitaine change et dit que son travail était d'être l'appât. Seki recule, paniqué et demande ce qui se passe. Soudain, la porte vitrée se brise et les bêtes entrent en trombe. Les animaux et les humains infectés chargent sur lui et deux autres. Quand le protagoniste se tourne pour voir ce qui se passe, il réalise que parmi les bêtes, il y a des humains qui attaquent d'autres humains. Go le jette au sol, et quand il se retourne, il voit que l'équipe s'est enfuie. Dans le chaos, ses yeux se remplissent d'effroi en se souvenant de Mio, qui se repose dans une des chambres d'hôpital. Nerveux, il serre les dents et hurle aux humains infectés de le suivre. Une des bêtes fonce sur lui. Pendant que le protagoniste s'enfuit, on voit que toutes les créatures sont maintenant concentrées sur lui, qui attrape une béquille et la lance derrière lui, touchant certains des humains infectés. Un d'eux trébuche sur la béquille, et tous ceux derrière tombent comme des dominos. Kedo s'arrête un instant, et on voit une femme qui l'observe en se léchant les lèvres. Regardant sur le côté, Kedo aperçoit une personne infectée qui poursuit une femme avec un bébé. Sans réfléchir, le protagoniste frappe le monstre. Mais le porteur se relève, et il dit à la femme de courir. Sticky regarde en arrière pour voir si la femme est en sécurité. C'est alors qu'une personne infectée lui mord le bras, et plusieurs autres chargent sur lui. Il essaie de courir, mais se fait tirer en arrière pendant qu'il est attaqué. Jeté au sol, le protagoniste se souvient de son passé, quand il était l'appât, et quand Mayo était juste une petite fille, réalisant qu'il doit trouver le remède avant de mourir. Soudain, la montre à son poignet vibre, et une faille s'ouvre dans le plafond de l'hôpital. Il vérifie la montre et voit que l'indice de contamination est de 10 290, ce qui le sidère complètement. Soudain, une femme sort du portail, tenant une faux massive et magnifique. Le héros reste là, stupéfait, ne sachant pas quoi faire. La créature donne alors un seul coup. Kedo ferme les yeux, ne sachant pas ce qui va arriver. Du jus rouge gicle partout. Après quelques minutes, le proto ouvre un œil et réalise que tous les autres sont morts. Siki tourne la tête en arrière. Pour s'assurer que personne n'est parti, soudain, une voix dit qu'elle ne s'est jamais souciée du monde humain, mais cette rencontre est plutôt cool. La fille sourit et dit que ce serait du gâchis de le laisser mourir. Elle flotte au-dessus du manche de la faux, l'air menaçant. Blessé, le proto ne peut même pas prononcer un mot, tandis que la femme lui demande avec impatience d'être son nouveau copain. Derrière le proto, un infecté et une bête se rapprochent à pas de loup. La fille l'appelle, en agitant son doigt. Toujours incertain, il reste collé au sol. Et en regardant en arrière, le protagoniste voit les infectés se faire démolir par quelque chose qui sort du sol. L'étrangère dit alors que quelque chose de faible essayait de lui voler son snack, faisant référence aux bêtes et aux infectés qu'elle vient d'envoyer à leur perte, faisant un autre geste de la main. L'inconnu contrôle les lances qui s'enfoncent plus profondément dans les victimes. Le proto regarde tout depuis sa position au sol, et puis avec un geste de plus, la porteuse en termine, laissant les infectés ressemblant à deux passoires entourés d'une mare de jus de fraise. Seki reste juste là, totalement désemparée, tandis que la fille exhibe son pouvoir, se vantant. Elle dit ensuite que ce n'est pas le meilleur endroit pour discuter, décidant d'utiliser son pouvoir pour attraper le garçon, qui commence à flotter tandis que la créature le dévisage. Il la regarde, totalement muet. Soudain, la fille lèche son visage blessé, suggérant qu'il trouve un endroit privé, pour qu'elle puisse l'infecter. Étonné, notre protagoniste essaie de comprendre ça. Soudain, ils ne sont plus à l'hôpital, mais se détendent au sommet du bâtiment. Paniqué, notre garçon vérifie ses blessures et réalise qu'il est totalement guéri. L'étrangère apparaît juste comme une tête, disant que l'infection est complète, lui donnant la chair de poule. Se présentant comme Morotia, affirmant qu'il peut juste l'appeler tante, crie désespérément, demandant s'il va mourir à cause de l'infection. La fille lui dit de se détendre et dit qu'elle ne laisserait pas un repas aussi savoureux mourir si facilement. Kedo demande si elle est une porteuse, et elle demande si c'est comme ça que les humains les appellent. Elle demande s'il va bien puisqu'il a été infecté par des porteurs nuls. Le proto se souvient qu'il était super blessé,
expliquant qu'elle est un être supérieur et qu'elle contrôle le virus à l'intérieur de lui. Les yeux de Sneki Kedo s'écarquillent. Choqué, il demande si c'est vraiment possible et supplie la femme de l'aider avec sa sœur, qui a été infectée il y a 5 ans et est coincée à l'hôpital depuis. La fille demande le nom du proto, et il se présente rapidement. Tante dit alors qu'elle ne peut pas exaucer son souhait, expliquant ensuite qu'elle a répandu ses racines dans tout son corps, et maintenant ils ne font qu'un. Seki dit qu'il veut échanger sa place avec Mayo. Mais Tante dit qu'elle ne fera pas ça, affirmant qu'elle veut seulement vibrer avec lui, et qu'il serait grillé si elle partait. Entendre ça laisse le proto secouer. Puis il demande ce qu'elle veut de lui. La fille répond qu'elle veut grignoter sur lui. Et pour éviter de le tuer, elle dit qu'elle va y aller doucement parce qu'elle ne mange pas autant que les autres porteurs et ne va donc pas perturber sa routine. Finalement, on demande à Kedo de ne pas stresser car ça gâche la saveur, et il en conclut qu'il est en gros un buffet ambulant. Pendant ce temps, Goda hurle à quelqu'un au téléphone à quel point c'est ridicule d'être rétrogradé. Au bout du couloir de l'hôpital, 3 garçons de son équipe écoutent aux portes, fumant aussi, et commentent sur le fait qu'ils ont laissé 30 personnes mourir et un porteur se promener, demandant ensuite comment un loader a disparu. Soudain, le capitaine entre en trombe, super en colère, demandant si Seki a pris contact. Un des garçons répond qu'il a dit qu'il se détendrait et se regrouperait ensuite. Le blond marmonne qu'il doute qu'il se pointe, annonçant ensuite que le loader a été inondé à cause de lui et donc, il doit prendre la chaleur. Paniqué, l'autre garçon n'est juste pas d'accord. Pendant que l'homme critique le proto à propos de son classement et dit qu'il ne veut plus jamais le revoir. Soudain, il regarde en arrière et aperçoit la sœur de Kedo dans le couloir de l'hôpital. Pensant au garçon comme à un morveux, il continue de l'observer. Soudain, son visage se tord en un sourire cruel. Dans une autre partie de l'hôpital, le protagoniste et Marécha flottent ensemble, et elle demande où il se dirige. Le même répond qu'il a des questions à poser, mais qu'il doit voir Mio. La femme fait une grimace de dégoût. Demandant quel est son problème, le protagoniste s'arrête net et dit que ses parents sont morts à cause des porteurs, et maintenant elle s'attend à ce qu'il se détende avec un. Tia répond que ce n'était pas de sa faute, et qu'il dirige sa colère sur la mauvaise cible. Criant, le héros dit qu'elle est du même type. Mais Tia dit que ça pourrait être une chance énorme pour lui, et demande s'il se souvient de l'attaque qu'il a subie. Le protagoniste hoche la tête. La femme lâche alors la bombe que le virus booste les capacités physiques comme un fou. Mais il y a un piège. Il continue d'attaquer jusqu'à ce qu'il soit totalement démolé. Le protagoniste pense que c'est n'importe quoi. Mais ensuite, la fille se penche et chuchote qu'il est spécial, car il restera lui-même tout en obtenant une force démesurée. Puis elle insinue qu'il y a bien plus qu'il ne sait pas encore. Une transformation se déclenche, et le garçon panique en essayant de voir ce qui se passe. Soudain, son bras se transforme en un bras de bête griffu, ambiance l'eau à fond. Il hurle, complètement paniqué. En balançant son bras, il défonce le mur, laissant son aura exploser partout. T. Evans dit que plus le lien est fort, plus il aura de puissance, et que c'est le pouvoir dont il a toujours rêvé. Maintenant, il peut éliminer les carriers. Seki, les yeux écarquillés, demande si c'est bien réel. La fille lui jette un coup d'œil, et son aura se rallume sur son bras. Kedo aperçoit quelqu'un qui arrive. 2 garçons arrivent vers le protagoniste, et l'un d'eux dit qu'il a enfin réussi à le retrouver. Pris au dépourvu, le protagoniste demande ce qu'ils font là. L'un d'eux sourit et dit qu'il voulait juste lui dire au revoir, pendant que Kedo cache son bras. Un autre garçon, d'un air méfiant, dit qu'après le chaos qu'il a causé, il ne peut plus le couvrir. Le jeune homme demande s'ils vont vraiment tout lui mettre sur le dos, tandis que l'un d'eux dit que ce n'est pas comme ça qu'on parle. Puis il prétend qu'ils ne font que bien utiliser un fardeau inutile comme lui. Serrant les dents, le protagoniste dit qu'il n'est absolument pas d'accord avec ça. Avec un regard sérieux, le garçon dit qu'il pense qu'il devrait demander à sa sœur. Sake a-t-il les yeux assombris à ce moment-là? Il demande ce que le jeune homme veut dire par là. L'un d'eux se moque, en disant « Goda a dû faire peur à la fille, et elle est probablement en train de pleurer maintenant. » Calmement, le protagoniste s'avance. Mais l'un des garçons le bloque, en disant qu'ils n'ont pas encore fini de parler. Avec un ton féroce, Kedo lui dit de bouger. Le garçon rétorque, en demandant pour qui il se prend. Mais Kedo donne un coup de poing avec son bras transformé. Le gars s'envole, du jus de fraise giclant partout. Il s'écrase contre un mur et tombe au sol, complètement inconscient. La scène laisse les 2 autres garçons choqués. Le protagoniste dit alors qu'il ne le dira qu'une seule fois, qu'on se pousse de son chemin. Il croise le regard des garçons restants qui le fixent. L'un des garçons dit son nom, mais reçoit un coup de poing à la place. L'ami le voit à peine venir pendant que Kedo le met à terre. Maintenant, il a le visage tuméfié et il lui manque des dents. Le dernier essaie d'étrangler Seki, en le traitant de punk, mais la main transformée du protagoniste saisit sa tête. Il remarque que les yeux du garçon brillent également en rouge. Avec un énorme fracas, notre garçon le claque au sol et s'enfuit de là, le laissant complètement défiguré. Kedo ouvre la porte de la chambre de sa sœur et réalise qu'elle est vide. Le lit est fait. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Alors qu'il le sort, il trouve bizarre que quelqu'un appelle à cette heure-ci. Mais quand il répond, c'est Mizuno.
Elle utilise des mots comme capitaine et sa sœur, mais n'arrive pas à s'exprimer, lui disant juste de ne pas s'en mêler. Puis elle dit que Mio est à la sortie près du deuxième parking, et qu'ils auront besoin de la police. L'appel terminé, le protagoniste marmonne ce qu'elle a dit à propos de l'endroit. Dehors, Godan porte la sœur de Seki d'une main, tandis que Mizuno essaie de le retenir. Elle demande s'il ne comprend pas ce qu'il fait et l'avertit que c'est un enlèvement. Le capitaine lui crie de se taire, tout en la jetant de côté. La fille tombe au sol, inconsciente. Le blond continue de marcher, en murmurant de ne pas le provoquer. Puis il reprend sa mission. En tartinant de la mayo à l'intérieur de la voiture, il prétend que s'il emmène le gamin au QG, Useki devra le suivre aussi. Et de cette façon, il peut lui faire porter le chapeau. Soudain, les fenêtres d'une des pièces explosent et Kedo saute d'un étage. La vitre pleut sur la voiture, ce qui incite Goda à lever les yeux, curieux. Soudain, le proto tombe, toujours avec ses yeux rouges. Le blond le fixe, totalement choqué. Alors que notre garçon serre le col de sa chemise, puis jette le type hors de la voiture de toutes ses forces, l'envoyant voler comme un avion en papier. Tia dit que sa force est hors norme, et que ce n'est pas une surprise venant de quelqu'un qu'elle a infecté. Seki aperçoit sa sœur sur la banquette arrière, totalement inconsciente. Il jette un coup d'œil et voit Mizuno également inconsciente sur le sol. Le blond revient en roulant et le traite de loser total, en affirmant qu'il n'est qu'un déchet maladroit. Le garçon remarque des trucs bizarres sur le visage de l'homme, et Tia dit qu'il est infecté et sur le point de devenir un snack. Son bras a été mordu et ressemblait à une tomate. Kedo a demandé à monsieur si le type s'était fait mordre. Kogan, avec le visage qui pèle comme un mauvais coup de soleil, dit qu'il va en finir avec lui et charge sur le proto, qui esquive l'attaque non pas une fois, mais un tas de fois. Le proto crie en demandant s'il est vraiment sérieux au sujet de vouloir le supprimer. L'ancien capitaine dit que c'est exactement le plan et lève sa hache pour frapper. Mais alors qu'il essaie de le frapper, le protagoniste intervient et met sa main sous la hache, repoussant l'arme de toutes ses forces, puis demandant s'il a fait quelque chose de si mal pour que Goda doive entraîner sa sœur dans cette histoire. Il serre les dents en demandant, et le blond dit qu'il ne se soucie pas des rancunes. Les yeux de Sticky s'assombrissent. Le chargeur dit que s'en prendre au gamin et le supprimer n'est qu'un soulagement du stress, et qu'il aurait aimé voir le visage de Mio quand il lui a parlé du travail de son frère, ce qui le met sur les nerfs tous les jours. Pourtant, il ne se plaint pas et travaille dur, tout ça pour l'aimer autant, elle qui n'est qu'un fardeau inutile qui aspire les médicaments. Le protagoniste serre la hache encore plus fort, tandis que Goda commence à parler du temps, se préparant à le frapper. Jetant Kedo au loin de toutes ses forces, le jeune homme est projeté mais reste sur ses pieds. Le blond charge de toutes ses forces, en criant de mourir et lève sa hache. Mais quand il s'approche, il réalise que sa hache est maintenant corrodée et se désagrège. Littéralement, le type regarde avec incrédulité. L'un des yeux de Seki est rouge et il semble ne pas saisir pleinement la puissance qu'il ressent. Soudain, l'ancien capitaine, désarmé et sans option, regarde le garçon, qui serre le poing et se prépare à attaquer, en lui donnant un coup de poing dans l'estomac avec une force majeure, ce qui le fait cracher du jus de fraise et crier de douleur. Avec l'impact, Goto est renvoyé en arrière, mais continue de se moquer du proto, avant d'être interrompu par un autre coup. Cela l'envoie encore plus loin, tournoyant dans les airs. Tia dit que ça a l'air douloureux. Après s'être écrasé contre une voiture, le blond semble perdre connaissance. Seki marche ensuite vers la voiture où se trouve sa sœur, tandis que l'homme reste à quelques mètres derrière lui. Soudain, Goné se réveille en criant et furieux, faisant apparaître les protoglandes sur le côté. Réalisant ensuite que son adversaire se transforme en quelque chose de sauvage. En un clin d'œil, le type devient une bête massive, toute rouge et déformée. Le monstre essaie de frapper le protagoniste, qui se défend avec son bras. Seki est choqué par le retour de la créature. Alors qu'il est projeté en arrière et atterrit sur ses pieds, on revoit la sœur du garçon, toujours à l'intérieur de la voiture. Qui est en danger maintenant que Goda s'est transformé? Tia apparaît à côté du proto et dit que maintenant le blond est un ennemi, demandant ce qu'il va faire. Soudain, la créature repère Meo dans la voiture. Kego lève sa main de loin, enlève ses lunettes et les jette par terre, passe sa main dans ses cheveux et dit que le type a blessé Meo. La bête se retourne et le regarde fixement. Soudain, un mana rose jaillit du bras du protagoniste, se solidifiant en une faux. Morotia sourit, totalement en phase avec la scène. Kedo saisit le manche de la faux et dit que si c'est pour protéger sa sœur, il traquera n'importe qui. Debout avec sa faux, Seki fait face à la créature aux yeux rouges, qui commence à hurler en chargeant vers l'avant. La fille aux cheveux roux apparaît et dit qu'elle veut voir ce que le proto peut faire. En un clin d'œil, le monstre se rapproche du garçon. Notre garçon lève les yeux, montrant qu'il n'a peur de rien. Sans hésitation, la créature balance son poing. Pour se défendre, Kedo fait tourner sa faux à grande vitesse, ce qui fait perdre une main au monstre. Apparaissant derrière la créature, le protiste montre qu'il a de sérieux mouvements. En colère, le monstre rouge attaque à nouveau pour le deuxième round. Mais notre garçon esquive rapidement. Commençant un échange de coups épiques, la fille aux cheveux roux apparaît à nouveau et dit que les monstres ne ressentent aucune douleur et continue d'attaquer jusqu'à ce qu'il soit complètement fini.
Seki dit que dans ce cas, il continuera de frapper jusqu'à ce que ça arrive, en courant. Il livre une autre attaque épique qui envoie la bête massive voler en arrière. Il s'avère que ce qui a alimenté notre héros, ce sont ses souvenirs d'avoir été démoli par le grand blond. Avec la faux fermement serrée, il porte un coup fatal, disant que l'homme a fait beaucoup pour lui. Le monstre est enfin cuit et ne peut plus attaquer car il a été transformé en viande hachée. Notre garçon s'éloigne en se sentant plutôt fier de lui. À l'hôpital, Mayo ouvre enfin les yeux et se retrouve face à face avec son frère qui est ravi de l'avoir réveillé. Sticky lui demande comment elle se sent puisqu'elle a l'air totalement bien et elle dit qu'elle va bien. Ensuite, elle révèle que celui qui l'a fait s'évanouir était le garçon qui l'a sauvé. Notre garçon hoche la tête et dit que c'est Mizuno qui lui a donné l'alerte, curieux. Mayo demande s'il parle de la fille avec une poitrine massive. Quand il confirme, elle dit que le proto devrait totalement la remercier plus tard. Soudain, son visage passe de détendu à paniqué alors qu'elle se souvient du blond. Elle dit ensuite qu'il mentionne quelque chose et le proto demande si elle parle de Goto Retsuki. Réalisant que c'est le cas d'après la façon dont Mayo réagit au nom, Seki dit que ce type était infecté par un nouveau type de porteur et qu'il était complètement à côté de la plaque. C'est pourquoi tout ce qu'il disait était juste délirant. Surprise, Mayo crie, demandant si cela signifie qu'il n'était pas en danger à cause d'elle, laissant notre garçon assez choqué. Avec les larmes aux yeux, Mayo dit qu'il s'est seulement blessé parce qu'il l'aime. En désaccord, le proto dit à sa sœur de ne pas être idiote car il a un frère aîné incroyablement fort. Avec de grands yeux, la fille dit qu'il a vraiment l'air différent, et le proto est d'accord. À l'extérieur de l'hôpital, nous voyons deux types discuter. Regardant tout depuis la fenêtre, Kedo dit qu'avec tout ce chaos, les choses vont être folles pendant un moment. Alors il rentre chez lui en souriant, et Mio dit que c'est cool. Puis elle demande au garçon de prendre soin de lui. Nous sommes emmenés à la maison du proto, où il arrive à peine et a déjà de la compagnie. Se tournant vers la fille aux cheveux roux, il dit qu'ils doivent d'abord comprendre les choses, en référence au moment où il a abattu Goto Ratsuki. Mais son train de pensée est interrompu par Tante-san, qui a choisi ce moment pour se transformer. Souriante, elle dit que les porteurs sont des amas de virus, et s'ils sont de haute classe, ils peuvent changer leur apparence. Mais le plus important est que Kedo dise si c'est ce qu'il aime. Voyant le visage du protiste, la femme lui demande de continuer, essayant de rester. Notre garçon demande s'il pourrait utiliser ce pouvoir en solo parce qu'il est l'hôte de la fille aux cheveux roux. Elle dit oui. Étant donné que les monstres sont plus forts que les humains ordinaires, et dans son cas, ses capacités ont été améliorées, Kedo demande alors si cela signifie qu'il peut se battre contre les porte-avions. Même sans pouvoirs spéciaux comme les autres purificateurs. Tandis que le virus à l'intérieur de lui, qui maintient l'infection sous contrôle, fonctionne sur la même longueur d'onde. Content. Le protiste dit qu'il comprend. La fille dit ensuite que malgré tout, il est assez faible et ne peut même pas exploiter pleinement son pouvoir. Après tout, elle n'a donné qu'une petite bouchée. Mais si leur lien s'approfondit, il deviendra plus fort. Mais avec cela, il vivra aussi moins longtemps. Le protiste dit que c'est définitivement un problème, mais sans lui assurer qu'elle ne le poussera pas parce qu'elle adorerait rester longtemps. Embarrassé, Seki dit qu'ils doivent garder tout cela secret car si quelqu'un découvre qu'il traîne avec un porteur, c'est fini, ce qui signifie qu'ils doivent aussi éviter les purificateurs de haut niveau. Sans dit qu'elle ne perdrait jamais contre un humain, mais accepte de le faire juste pour le garder en sécurité. Kedo est ravi d'entendre ça, mais la jeune femme se lève, et il dit que peut-être que le garçon veut juste la garder secrète pour l'avoir toute pour lui, désespéré. Le protagoniste dit que ce n'est rien de tel, mais Sam affirme qu'il a l'air plutôt confus, mettant fin à toute chance pour notre garçon de discuter. Ailleurs, nous voyons un drone qui a l'air d'espionner. Soudain, un grand fracas se produit, et nous découvrons qu'il a été causé par un dinosaure massif. Paniqué, un type en armure dit aux autres qu'ils doivent tenir la ligne, mais un autre soldat insiste sur le fait qu'ils ne pourront pas tenir longtemps. Soudain, un avion apparaît dans le ciel. À l'intérieur, une voix avertit le garçon qu'il se rapproche de l'espace aérien de la cible, puis lance un compte à rebours. Au sol, le dinosaure continue d'attaquer sans pitié. Hurlant, les soldats paniquent, disant qu'à ce rythme, le monstre va percer et appelle Tano. Soudain, quelque chose tombe du ciel. C'est le gamin de l'avion, et en descendant, il se prépare à porter un coup massif, visant directement le dinosaure rouge. La créature sent quelque chose arriver, mais il est trop tard. Une énorme explosion d'éclairs bleus illumine la scène, laissant tous les soldats complètement stupéfaits. Émergeant de la poussière, le héros déclare qu'il vient d'ajouter une autre légende à sa saga épique. Il s'avère que c'est Ino Yuzi, le purificateur de première classe, et il n'a que 21 ans. Tous les guerriers applaudissent, excités d'être sauvés. Souriant, le garçon discute avec quelqu'un qui lui demande s'il est prêt pour une autre mission parce qu'un nouveau type de transporteur est apparu, infectant les humains et rendant tout le monde super violent. De plus, il reste un témoin clé. Avec un sourire narquois, Tino dit que la situation est assez grave pour qu'il fasse appel à lui, ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Le lendemain matin, Kedo vérifie son compte bancaire et se rend compte qu'il n'a que 623 yens. Il s'effondre sur le sol,
criant qu'il est fauché et qu'il a besoin d'un nouveau boulot au plus vite. Assise sur une chaise, Sen demande pourquoi il a toujours besoin de l'aide de l'association s'il peut abattre les porteurs en solo. Se frottant la tête, notre garçon explique que les éclats sont la principale source de revenus pour l'association. Sans eux, il serait impossible d'échanger les purificateurs ou de maintenir la paix. C'est pourquoi tu ne peux pas tout garder pour toi. La fille aux cheveux roux dit que tout cela est super compliqué. Se levant, le protagoniste dit que les éclats agissent sur le cœur d'un porteur et peuvent supprimer le virus. Agissant comme un remède pour les infectés, ils sont la bouée de sauvetage de Mayo, ce qui signifie que plus tard, il pourrait ne pas avoir le choix. Sam souligne alors qu'en ce moment, le garçon ne peut même pas acheter de nourriture, et que cela seul compte comme une urgence. Prenant son téléphone, le protagoniste voit un message de l'association des purificateurs, l'informant de l'évaluation des compétences à venir. Arboy se prépare et sort, pensant qu'il se demande si Mizuno ne viendra pas, et se dit que ses blessures doivent encore guérir. Soudain, Sam apparaît et demande de quel type d'événement il s'agit, en expliquant. Le protagoniste dit qu'il s'agit d'une évaluation annuelle des compétences organisée par le district simulant un véritable combat. Le classement est donc basé sur les réalisations réelles et les résultats de l'évaluation. On découvre que dans le système de classement des purificateurs, il existe 5 classes, qui décident des récompenses de mission. Sam demande quel est le classement de CIO. Il dit que c'est la classe GTHC. La fille se demande alors s'il est si faible qu'il ne peut même pas atteindre la 5e classe, ce qui agace un peu le protagoniste. Alors que c'est qui passe, d'autres garçons se moquent de lui parce qu'il est dans la 6e classe et qu'il se présente à l'évaluation. L'un des gars plaisante en disant qu'il a entendu dire qu'un protagoniste est bon comme appât, et qu'il pourrait tester sa vitesse de fuite. Sam demande s'il ne devrait pas éliminer les garçons, mais Kedo dit que ce serait beaucoup trop extrême. Et comme il ne veut pas attirer l'attention inutilement, il se retiendra pendant l'évaluation. Sur la piste de course, quelqu'un donne le signal tandis qu'un autre appelle les prochains participants. Le type agaçant de tout à l'heure arrive et dit qu'il devra courir avec la 6e classe, demandant pourquoi c'est qu'il n'utilise pas l'amélioration corporelle grâce à une immunité spéciale. Riant, il dit qu'il a oublié que le garçon n'a pas d'immunité et s'excuse, faisant rire ses copains aussi. Se positionnant, le tyran dit qu'il va montrer comment on fait, puis décide que c'est le moment idéal pour dénigrer Mayo, affirmant que le protagoniste, en plus d'être sans talent, a sa propre famille comme fardeau, et qu'il serait bien mieux que la fille claque bientôt. Pour calmer le garçon, Kedo reste silencieux pendant que le type se prépare à commencer. Se parlant toujours à lui-même, l'idiot dit qu'il attendra le proto à la ligne d'arrivée. Mais quand le coup part, c'est qui décolle, laissant tout le monde dans la poussière parce qu'il a décidé d'accepter l'aide de Sam même si cela attire l'attention. Après avoir pris de la vitesse, il saute par-dessus une rampe massive tandis que ses camarades de classe restent là, la mâchoire décrochée. Incapable de suivre son rythme, souriant, la fille blonde dit qu'elle pensait qu'il se retiendrait. Furieux, notre garçon dit que les plans ont changé, et maintenant il va faire bouffer sa poussière à tout le monde. On voit Tenouse regarder la course de loin, tandis que le proto continue de courir et de sauter sans arrêt, traversant des tunnels qui serpentent entre les arbres. Criant, l'un des garçons hurle que le jeune homme doit se détendre dans cette partie car c'est la section la plus délicate du parcours avec des supports espacés de 3 mètres. Concentrant toute sa puissance dans ses jambes, Seayo prouve qu'il devra ralentir, laissant les concurrents totalement secoués. Notre garçon arrive de l'autre côté sans même trébucher une seule fois et franchit la ligne d'arrivée tandis que la foule s'emballe pour lui. Un autre concurrent arrive en courant, criant que le pro a triché et que son gilet de poids est faux. Kedo, restant réaliste, jette son gilet au type qui se rend compte qu'il est en fait super lourd. Si lourd qu'il lui fait faire un face-plan. Notre garçon passe à l'étape suivante, pensant que l'immunité spéciale lui donne un coup de pouce. Mais honnêtement, il s'en fiche. De toutes ses forces, c'est qui balance le marteau pour frapper la cible, envoyant l'indicateur de score voler dans toute la structure, explosant dans les airs. Ensuite, nous sommes dans la zone de tir sur cible où les concurrents doivent toucher les figurines en bois alignées devant. Avec un lancer, notre garçon anéantit la figurine qui représentait le monstre, laissant certaines personnes choquées et d'autres furieuses. Maintenant même déphasé, il continue de lancer, mais cloue accidentellement un pilier crucial d'une structure géante, qui commence à s'effondrer. Les garçons à proximité se mettent à crier tandis que Kedo reste là, totalement impassible. Sam félicite le proto pour ses lancers épiques, tandis que les autres concurrents le traitent de monstre. Soudain, quelque chose attire l'attention de la fille aux cheveux roux, et cela attire également l'attention de notre garçon. Dans le ciel, un flash massif et des éclairs bleus apparaissent, et sortis de nulle part, une épée géante s'écrase sur le proto qui la rattrape à peine. Debout sur sa propre épée, Tino demande comment il a réagi si vite. Choqué, notre garçon se rend compte qu'il est face à face avec un purificateur de première classe, et tous les spectateurs s'emballent pour l'entrée du héros. Tino appelle le proto par son nom, montrant qu'il le connaît, et dit que le garçon a définitivement attiré son intérêt. Alors, puisqu'ils sont sur une scène spéciale, il veut s'affronter là. Le héros saute de son épée et atterrit sur le sol.
Prenant son arme des mains de Seki, il demande si le garçon le connaît. Stupéfait, notre garçon pense qu'il est impossible qu'il ne le connaisse pas puisqu'il est un grand fan du purificateur, il a même du merch de malade. Il s'avère que seulement 7 personnes sur 10 000 sont des purificateurs, et ce type est de première classe parmi eux. Avec des compétences si folles, vous pourriez raser une montagne d'un seul coup. Tino détient également le record de la subjugation la plus élevée, en gros une bombe nucléaire humaine, et un favori total des dieux. Kedo se sent super mal à l'aise d'entendre tout cela du purificateur lui-même. Le héros dit que le protiste devrait se sentir honoré, mais notre garçon n'est pas d'accord, affirmant que combattre un purificateur de première classe est impossible. Pas d'inquiétude, le garçon aux cheveux bleus sort une petite épée de sa grande épée, disant qu'il ne prévoit pas de prendre un adversaire de 6e classe au sérieux. Les yeux grands ouverts, le proto reste sans voix, tandis que Sam se demande ce que Tina va faire. Puis disant que c'est ennuyeux, Seki pense que c'est en fait juste. Mais en regardant devant lui, il ressent une pression folle et commence à repenser sa dernière déclaration. Avec un sourire sombre, le héros demande si le garçon va juste rester là sans armes. Paniqué, le proto se précipite vers les armes et saisit une épée, disant qu'il est prêt à y aller. Déclenchant la foudre sans arrêt, Tino déclare qu'il est temps de commencer, chargeant avec tout ce qu'il a juste après. Seki réussit à bloquer le coup tandis que les autres concurrents s'enfuient de peur d'être les prochains. Passant à l'action, notre garçon décide de courir aussi. Irrité, le héros dit qu'il ne joue pas à chat avec lui. Puis lançant une autre attaque à la vitesse de l'éclair, l'épée du protagoniste se brise en deux, l'obligeant à être rapide et à en saisir une autre. Son plan fonctionne, et il sort rapidement une autre arme tout en gardant un regard déterminé. Souriant, Tinom dit que le gars a de bons yeux et des réflexes corrects. Mais il ne peut pas juste continuer à courir, ce n'est pas comme ça qu'on s'amuse. Essayant de résister aux coups incessants, Kedo demande quel est le but de cette bataille. Criant, le héros dit qu'il a déjà dit qu'il était curieux. Confus, notre garçon se demande pourquoi ils ne peuvent pas juste discuter, mais le gars insiste sur le fait que les mots sont inutiles, et que s'il croise le fer, il l'attrapera. Ne comprenant rien de tout cela, Seki demande ce qui se passe et réussit finalement à balancer son épée, mais le héros l'arrête juste avec 2 doigts, sans effort. Il dit que les attaques de Seki sont beaucoup trop légères, alors il devrait probablement passer à la vitesse supérieure. Le protagoniste est renvoyé en arrière comme une plume, mais parvient d'une manière ou d'une autre à rester debout. Réfléchissant intensément, il réalise que Tina était à un niveau complètement différent par rapport au mode bête de Goda. Décidant de saisir le grand panneau lumineux qu'il a fait tomber plus tôt, il le lance sur le mec aux cheveux bleus, et surprise, on dirait qu'il l'a touché en plein dans la poitrine. Mais attendez, le jeune homme tient la structure massive avec une seule main, laissant Sand totalement secoué. L'esprit de Kedo est époustouflé. Voilà à quoi ressemble la puissance de première classe. Il admet qu'il était complètement à côté de la plaque en pensant savoir de quoi il s'agissait, parce que ce niveau de puissance ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Après avoir épousseté ses vêtements, Tino demande combien de temps le garçon prévoit de garder ses capacités secrètes. Faisant l'idiot, le protagoniste demande ce qu'il veut dire. Soudain, Tino apparaît à côté de lui et dit qu'il a abattu un monstre de 4e classe, ce qui est impossible sans une puissance considérable. Déterminé à appuyer son argument, le purificateur donne un coup de pied à notre garçon dans le dos, et cette fois, il touche le sol durement. Tino avertit que s'il ne révèle pas ses secrets, il devra le signaler à l'association. Désespéré, le protagoniste dit qu'il ne peut pas trop en partager. Tino lève un sourcil et demande pourquoi il voulait même être un purificateur alors. Bref, notre garçon explique qu'il fait tout ça pour sauver sa sœur, qui est infectée. Tino comprend qu'il s'agit d'une pierre de miasme, mais dit que ce n'est pas une raison valable. Kego insiste sur le fait qu'il fera tout ce qu'il faut pour sa sœur, même si cela signifie risquer sa vie. Idirovo se tait un instant, puis lance son épée droit sur le protagoniste. Kedo esquive juste à temps, s'échappant de justesse. Ramassant sa grande épée, le gars aux cheveux bleus dit qu'il se sent mal pour le gamin, mais qu'il a des responsabilités en tant que purificateur de première classe. Confus, Kedo se demande ce que Tino manigance, mais Sand sent le danger et lui dit de se barrer. Notre garçon saute en arrière juste au moment où une énorme explosion d'éclairs bleus se dirige vers lui, le laissant totalement paniqué, pensant qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Mais d'une manière ou d'une autre, il y parvient, et quand il atterrit, il murmure que la force de Tino est tout simplement ridicule. Scannant toujours, le héros dit qu'il sait que Kedo cache quelque chose, et qu'il risque tout pour découvrir ce que c'est, même si Seki a l'air d'être le genre de type qui pourrait mal tourner très vite. Après un autre coup, des rochers volent partout, et Tino déclare qu'il doit se débarrasser d'un type dangereux comme Kedo quoi qu'il arrive. Au sol, notre garçon est sur le point de recevoir un coup fatal, tandis que le héros dit de ne pas le prendre personnellement. Soudain, une énorme explosion rouge se déclenche, prenant le héros totalement au dépourvu. Sa montre commence à biper comme une folle, et après que le choc se soit dissipé, il dit qu'il savait que le protagoniste montrerait son vrai visage, le voyant manier une énorme faux avec son bras rougeoyant.
On revient sur le passé où Tino et un officier regardent l'épique défaite de Kedo contre Goda. Intrigué, le héros demande qui d'autre a vu ça. L'officier dit que lui seul, et c'est à ce moment-là que Tino insiste sur le fait qu'ils doivent capturer le garçon. Inquiet, l'officier hoche la tête et promet de garder tout ça secret. Alors que le purificateur fixe les yeux du protagoniste à travers l'écran, dans le présent, Tino dit, comme il le pensait, que Seki a une puissance totalement différente, et il ne comprend pas comment c'est possible, encore moins pourquoi il ressent de la pollution en lui. Ils sont entourés d'une brume rouge et n'obtiennent pas les réponses qu'ils souhaitent. Tino décide de renvoyer notre garçon en arrière, puis va droit au but en demandant s'il est un transporteur. Criant, le protagoniste dit que non. Tino demande alors s'il a des liens avec l'opérateur. Seki choisit de rester silencieux. Se préparant à attaquer à nouveau, le héros dit qu'il prend ça pour un oui, puis active le jet de son épée, chargeant de toutes ses forces sur le protagoniste qui s'enfonce dans ses talons. Un regard sombre traverse le visage du héros, mais notre garçon ne recule pas et riposte, forçant Tenno à reculer pour esquiver la faux. Inquiet, le protagoniste pense que ce type est plus rapide que quelqu'un avec un poignard. Un peu plus loin, les autres concurrents regardent le chaos se dérouler, se demandant ce qui se passe alors qu'ils voient des explosions partout. Seki réussit son attaque, et le héros excité dit qu'il est vraiment bon au combat. Mais il gaspille un pouvoir précieux, en se refroidissant là. Notre garçon transpire à grosses gouttes, se demandant s'il ne devrait pas simplement se barrer, mais le problème est qu'il n'a aucune idée où courir. Tino s'avance et dit que s'il pense à courir, il pourrait aussi bien jeter l'éponge et cesser de rêver qu'il peut échapper à quelqu'un comme lui. Cela frappe durement notre garçon, le rendant encore plus paniqué. Criant, il insiste sur le fait qu'il n'est pas un ennemi. Tino demande alors s'il est du même côté que l'association et pourquoi il n'a pas révélé ça plus tôt. Regardant sa propre main, Kedo pense que si les gens découvraient ça, il pourrait totalement utiliser les pouvoirs d'un porteur. Mais si cela arrive, la vie de sa sœur est en jeu. Les larmes aux yeux, il jure qu'il ne s'en prendra pas à l'association. Le héros semble enfin comprendre, mais décide de charger à nouveau de toutes ses forces. Terrifié, notre garçon se demande comment Tino peut être si rapide. Le renversant au sol, Tino dit qu'il connaît des gens comme lui. Puis il lance une théorie, puisque les gens dépassent généralement leurs limites pour protéger ce qui compte, ce qui les rend dignes de confiance. Confus, Kedo demande ce que cela signifie. Levant son épée, le héros dit que son prochain mouvement abattra définitivement notre garçon. Et s'il veut que sa sœur ait un avenir, il doit se battre avec tout ce qu'il a. Le protagoniste reste juste là, tandis que Sandy que c'est intéressant, faisant référence au fait que Tino n'a pas d'aile mais peut voler avec sa propre arme. Passant à l'action, notre garçon attire l'attention de la créature et donne la permission qu'elle attendait avec impatience. Même surexcitée, la fille aux cheveux roux demande s'il sait vraiment ce que cela signifie. Kedo se demande s'il est vrai que faire cela raccourcira sa vie, et sans attendre de réponse, il dit qu'il vaut mieux mourir que de laisser tomber Mio. Souriant, Sandy qu'il comprend, et que dans ce cas, le souhait de l'hôte est exaucé. Après s'être fait mordre, Seki essaie de surmonter la douleur, tandis que Tino prépare le terrain avec toute sa force. Mais soudain, le niveau de pollution commence à monter en flèche. Levant les yeux, Sand dit que c'était délicieux. Malgré tout, le héros continue de descendre, prêt à lancer son attaque sacrée et étincelante. Le corps de Kedo commence à se transformer, faisant monter en flèche l'indice de pollution. Entouré d'une lumière aveuglante, le héros approche, et on voit que la faux du protagoniste a triplé de volume. Les deux commencent à crier avant de se heurter. Puis boum, une énorme explosion se produit. Tino et Kedo ne se quittent pas des yeux pendant une seconde. Le protagoniste lutte pour garder ses jambes stables. Pendant ce temps, le héros ferme les yeux et dit que c'est dommage. Malgré tout, notre garçon ne lâche pas sa faux jusqu'à ce qu'elle se brise en morceaux et soit rejetée en arrière. Sortant de la fumée, Tino montre qu'il est totalement indemne, contrairement à Seki, qui a l'air de souffrir le martyre. Tenant ce qui reste de la grande faux, déterminé à en finir, le héros lève son épée massive. Mais le protagoniste décide de saisir l'instant et d'attaquer, forçant le garçon aux cheveux bleus à activer son bouclier, pour se défendre et éviter d'être touché par la frappe de notre garçon, qui est si forte qu'elle brise le bouclier du héros en morceaux. Ne lâchant pas son épée, Tino dit que ça suffit, laissant Kedo un peu confus. De sa main libre, le héros donne un coup de poing massif au jeune homme qui hurle de douleur alors que toute la puissance du sable s'échappe de son corps. Tenant le proto dans ses bras, Tino dit que Seki devrait être fier, car c'est vraiment un homme de confiance. Quelque temps plus tard, on voit Seki toujours inconscient. Soudain, il se réveille et attire l'attention du héros, qui se détend sur un banc juste devant lui. Souriant, Tino dit que le jeune homme ne doit pas paniquer. Car s'il avait voulu le larguer, il l'aurait fait il y a longtemps, même effrayé. Notre garçon pense que le jeune homme a raison. Le héros dit ensuite que les protistes ne devraient même pas penser à s'enfuir puisqu'ils sont dans un hélicoptère en direction de Tokyo. Plus précisément, au quartier général de l'association spéciale des purificateurs. Paniqué, notre garçon demande si Tino essaie de se débarrasser de lui ou s'il va le livrer au quartier général, en criant
le héros dit qu'il n'a jamais rien mentionné à propos de le livrer, révélant alors qu'en fait Seki a été convoqué par l'association. Tino en profite pour demander si le jeune homme sait qu'il a foiré pendant le test. En désaccord, notre garçon dit qu'il n'a fait ça qu'à cause de lui. Changeant de sujet, le héros dit qu'il veut savoir ce qui s'est passé à l'hôpital et qu'il peut tout raconter. Qu'il ne veut pas révéler le pot aux roses au QG. Kedo est tout inquiet mais dit qu'il comprend. Tina intervient en disant que la fille filmée était l'hôte et que les pouvoirs du jeune homme viennent du fait qu'il est son hôte. Notre garçon admet qu'il n'y connaît pas grand-chose. Sam apparaît et dit qu'elle ne voudrait pas que les Kiro soient au courant pour elle. Confus, le type aux cheveux bleus demande où les protas regardent et s'il peut montrer l'hôte. Souriant, la fille aux cheveux roux dit non, parce qu'elle pense qu'il ne s'entendrait pas très bien. Regardant le héros, Seki dit qu'elle a raison, affirmant que puisque le jeune homme est super beau, sans être un peu timide. L'autre demande si son traducteur est cassé et Tino, la main sur le menton, dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire alors. Notre garçon stresse à l'idée d'aller au QG, mais le héros dit de se détendre, pas besoin de paniquer. Il a un plan verrouillé et chargé. Un peu plus tard, le duo arrive au bâtiment de l'association. En sortant de l'ascenseur, Yuzi dit au proto de garder l'existence des transporteurs secrètes, surtout son étrange obsession pour lui. Ils entrent dans une pièce, et le héros frappe avant d'entrer. Après avoir eu le feu vert, il ouvre la porte et se présente en disant qu'un nouveau transporteur a fait son apparition dans la ville depuis Calago, et qu'il est là pour déposer le rapport d'enquête. Tout le monde à la table commence à lorgner Seki, qui réalise rapidement qu'il est face au président de l'association des purificateurs, Kuzuki, pensant qu'il dit que le type a l'air beaucoup plus dur en personne qu'à la télé. Avec une tête comme s'il venait de manger un citron, l'homme remercie le héros pour son travail et dit que tout le monde devrait prêter attention au rapport. Tino dit ensuite qu'il a affronté le nouvel hôte sur place et que le purificateur de 6e classe, Seki, l'a couvert. Super nerveux, le proto se présente, en criant pratiquement, en disant que c'est un plaisir de rencontrer tout le monde. Kurzuki demande ce qu'il entend par 6e classe, tandis que d'autres types demandent si le jeune homme est celui qui a passé l'examen spécial. Sans s'en soucier, Kedo lance l'explication, en disant que l'un des traits du nouveau porteur est que les personnes qu'ils attaquent deviennent sauvages et propagent une infection secondaire, affirmant qu'il a montré cela à tout le monde de première main en utilisant ce qu'il a appris de Tia. À propos de la situation de convergence, le proto dit que l'explosion s'est produite parce que la bouteille d'oxygène médical a explosé. En fait, il a fait son rapport à la fois au nouvel hôte et à la personne infectée par le berserk. Choqués, les hommes en costume disent que si c'est vrai, c'est une menace massive. Un autre type intervient, en disant que c'est pire que ça puisque les infectés peuvent maintenant le propager aux autres. Les bras croisés, Kuzuki dit qu'il a besoin de voir les résultats, mais veut d'abord savoir si Tino est en train de dire que Seki a attiré d'autres hôtes et les a tous éliminés d'un coup parce que si c'est le cas, le mérite revient au jeune homme, affirmant qu'il sait qu'il y a quelque chose à faire qui n'est pas révélé. Kedo essaie de calmer les nerfs et de s'en tenir au plan, en disant que, en fait, le transporteur l'a bien eu. Deux hommes effrayés demandent s'il est infecté ou immunisé. Notre garçon dit qu'il ne pensait pas être immunisé. Tino dit alors que tout le monde devrait consulter le test de mesure des compétences qu'ils ont fait ce jour-là pour voir les données par eux-mêmes. La mâchoire décrochée, l'un des hommes dit que c'est un record, tandis que le président de l'association reste silencieux. Analysant les graphiques, le héros dit que s'il devait deviner, il dirait que c'est l'effet d'un contact avec une nouvelle souche du virus D, qui n'est pas trop différente de la capacité d'immunité spéciale, du moins pas pour lui. Souriant, l'un des membres dit que si c'est vrai, cela ouvrira de nouvelles portes à l'humanité, rendant tout le monde présent surexcité. Réfléchissant, Ketov dit que tout s'est passé exactement comme Taïen l'avait dit. On revient en arrière au moment où ils étaient dans l'hélicoptère, et le héros a dit que s'il voulait faire un coup rapide, il devait mélanger un peu de vérité avec le mensonge après tout, ce serait du gâchis de le sortir. Après quelques explications supplémentaires, le proto demande pourquoi le purificateur veut l'aider s'il serait plus facile de le dénoncer à l'association. Se levant, le héros dit au jeune homme de ne pas le prendre mal, puis affirme qu'il n'est pas un allié de l'association, mais de la justice, ce qui signifie qu'il décide lui-même de ce qu'il faut faire. En entendant cela, notre garçon pense à Mayo. Se rassoyant, Tino dit qu'il fait ça parce que c'est la bonne chose à faire. Il fera donc tout ce qu'il faut pour aider le jeune homme tant qu'il ne franchit pas les limites. Même s'il est super choqué, Kagado baisse juste la tête pour le remercier, mais le héros dit qu'il est bien trop tôt pour ça. Ne réalisant pas que le jeune type en face de lui cache juste ses larmes, on revient au présent où le héros dit qu'il pense que les compétences de Seki ont augmenté. Et, honnêtement, c'est assez impressionnant, car selon la façon dont vous le regardez, son lien avec le porteur fait de lui une grosse affaire. Il est donc temps d'évaluer la situation quand soudain, Nagato, un purificateur de haut niveau, intervient, en disant que tout le monde ignore un problème bien plus important, laissant le proto encore plus paniqué. Avec ses pouvoirs activés, elle demande s'ils vont vraiment faire confiance à cette histoire, puis souligne que tout le monde semble avoir oublié combien de personnes souffrent à cause de cela, et être ami avec un opérateur est juste un cauchemar à imaginer. Elle pense donc que Seki devrait être éliminé sur le champ.
Tino soutient que faire cela ne résoudra rien et que le jeune homme est aussi une victime, ce qui déclenche un énorme débat. Soudain, Kujuki dit que ça suffit. Après tout, les purificateurs de première classe ne devraient pas se battre entre eux, le héros s'avance et dit qu'il a une suggestion, et que les mots de Nagato ont du sens puisqu'il est impossible de savoir quand le virus fera devenir le jeune homme sauvage. Nous allons donc surveiller Kedo et nous assurer qu'il est en sécurité. Le président pense que ce n'est pas une mauvaise idée. La mâchoire décrochée, le proto pense que Tino est vraiment incroyable d'avoir utilisé l'argument de Nagato pour prendre le contrôle. Mais alors, tuant l'ambiance, le purificateur blond dit qu'elle a un problème parce que le héros aux cheveux bleus était beaucoup trop proche du jeune homme et pourrait ne pas prendre la bonne décision en cas d'urgence. Kazuki lui dit d'en venir au fait. Nagato dit alors qu'elle va surveiller Kedo. Quelque temps après la réunion chaotique, Tino s'excuse auprès de Seki, disant qu'elle n'avait pas vu ça venir. Le protiste dit que c'est cool et demande quel genre de personne est Nagato, puis le héros dit que s'il devait la résumer en une phrase, il dirait que c'est elle qui va éliminer tous les porteurs. En entendant cela, notre garçon est plus nerveux que jamais, lui qui, après un moment, suit le purificateur. Nagato dit que la responsabilité de son équipe est juste Tokyo. Dans quelques jours, ils élaboreront un plan dans lequel Kedo sera impliqué. N'ayant pas grand-chose à faire, le protiste dit qu'il comprend tout en pensant qu'il doit discuter avec Mayo bientôt. Le surprenant, le purificateur s'excuse d'avoir été impoli pendant la réunion et dit qu'elle n'a en fait rien contre lui. Souriant, Seki dit qu'il est heureux d'entendre ça. Mais la femme dit que ce lien d'amitié avec les transporteurs est inutile et un peu drôle. Donc, elle ne cherche pas à être amie avec lui. Sand dit que c'est cool parce qu'elle n'aime pas ça non plus. Marchant à nouveau, Nagato dit que les troupes se sont rassemblées pour une réunion, ce qui est le moment idéal pour lui de rencontrer l'équipe. Nerveux, le proto se demande quel genre de personnes font partie de l'équipe de la femme. En entrant dans la pièce, le purificateur s'excuse d'avoir fait attendre tout le monde, ce qui amène les autres purificateurs à tourner immédiatement la tête. Yaji, un purificateur de 3e classe, demande qui est le garçon avec Nagato. Rapidement, la femme présente Seki et dit qu'il sera avec lui pendant un certain temps. Choqué, Nazom demande comment il peut y avoir des personnes en dessous de la 5e classe. Alors que Tsuma dit qu'il a entendu parler du garçon qui ne peut pas utiliser l'immunité spéciale, se moquant, Hattori demande pourquoi une personne inutile comme celle-là est dans l'équipe. Irrité, Sand dit à Kedo qu'il est temps de tuer, ce qui fait que le pro lâche un nom pas si fort, laissant la situation encore plus délicate. Tout le monde se tait jusqu'à ce que Nagato dise que c'était l'idée de Tino, mais elle a demandé à garder un œil sur le garçon. Entendre cela ne fait que choquer davantage l'équipe. Sans donner plus de détails, la femme dit que Seki les accompagnera lors de la prochaine mission, donc tout le monde devrait en profiter pour apprendre à mieux le connaître. En un éclair, l'équipe se précipite vers le proto, le bombardant d'un million de questions, certaines même super personnelles. Paniqué, notre garçon dit qu'il n'a rien avec Nagato et qu'il ne la connaît même pas bien. Soudain, Yaji dit que juste pour avoir dit cela, il a déjà perdu 10% de sa vie parce que tout le monde devrait savoir à quel point le capitaine Nagato est incroyable, intelligent, cool et beau. Entendre cela fait sourire Kedo, puis Natsume dit qu'il est devenu purificateur grâce à elle qui lui a sauvé la vie une fois. Hattori intervient, disant que le garçon a raconté cette histoire 1 million de fois, et il riposte qu'il vaut mieux que d'appeler simplement le capitaine Beau. Suma saute dans la conversation en disant que le charme de Nagato réside dans son intelligence, tandis que la fille aux cheveux roses rit en disant qu'ils ne sont qu'une bande de nuls. Prenant son téléphone, elle a dit qu'elle allait montrer à Kedo la vidéo secrète du capitaine avec un chaton, ce qui a fait fondre tout le monde de surcharge de gentillesse. Soudain, quelque chose claque fort dans le téléphone, s'incrustant dans le mur juste à côté du proto. Il s'avère que c'était Megato qui a jeté une épée, mourant d'embarras. Elle dit que l'appareil vient d'être confisqué rapidement. Tout le monde commence à s'excuser comme s'il venait de renverser du soda sur un nouveau jeu. Toreyomi, le purificateur de 2e classe et le vice-capitaine, se présente et dit qu'à ce rythme, tout le monde sera laissé pour compte. Puis il déclare qu'il est temps de passer à l'action. Quelque temps plus tard, nous voyons l'équipe traverser la forêt. Devant, Nagato dit que le facteur de pollution dans cette zone est d'environ 5000, ce qui est un nombre relax. Révélant également qu'une autre équipe a été envoyée, mais ils vont tous bien. Tsum dit que quoi qu'il chasse est super sournois car il ne semble pas y avoir d'autres opérateurs dans les environs. Réfléchissant intensément, Hattori dit que c'est la première fois qu'il voit un tel schéma de comportement et qu'il a une mauvaise impression. Malade, il en profite pour se présenter au vice-capitaine puisqu'il n'a pas eu l'occasion de le faire auparavant. L'homme se présente en retour tout excité, le proto dit qu'il ne sait pas à quel point il peut aider, mais il est prêt à apprendre. Mais à sa surprise, le purificateur dit qu'il ne travaille que pour le chèque de paix, donc le garçon ne devrait pas attendre grand-chose de lui. Puis il ajoute qu'il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Paniqué, Kedo se demande pourquoi tout le monde ici est si bizarre. Natsume demande comment ils vont faire la subjugation si le monstre ne se montre pas. Mais prouvant que ce n'est pas si simple, une bête à cornes sort des arbres, prête à en faire son déjeuner.
Suma dit qu'apparemment, le problème est résolu, tirant des flèches en succession rapide qui volent vers la créature massive et la frappe carrément au bras. Avec du jus de fraise coulant de sa bouche, le monstre s'effondre juste sur le sol. Soudain, une autre bête apparaît derrière l'équipe. Se retournant, Hattori se moque de la tentative d'attaque du monstre tandis que le purificateur portant des lunettes continue de tirer. Le garçon aux cheveux bleus dit alors que c'était sa proie, mais Suma dit que le plus rapide gagne. Même blessé, la bête charge les purificateurs, qui sont apparemment assez intrépides. Le gars aux cheveux verts dit que l'ennemi est plus coriace qu'il ne le pensait. Lui donnant raison, le monstre au sol attrape la jambe du garçon, le faisant hurler de désespoir. Voyant la situation, Yaji s'inquiète et crie pour avertir son ami que l'autre bête est sur le point de l'écraser. Le garçon lève les yeux, mais il semble qu'il soit trop tard. Nous pouvons voir que le chaos a éclaté en quelques secondes. Soudain, Kedo apparaît et dit qu'il va emprunter l'épaule de Natsume. Prenant de l'élan, le proto saute dans les airs et se prépare à frapper la créature à cornes en utilisant uniquement ses 2 poings. Un éclat de lumière rouge se produit avec l'impact, et tout le monde se demande comment cela pourrait être possible. Notre garçon réalise rapidement que maintenant c'est Hattori qui a des problèmes. Puisque 2 créatures le regardent avec leurs dents pointues, le singe infernal rugit, faisant sourire Sand. Le prona s'occupe rapidement de sa part du travail, et attrapant l'un des pieds d'un des monstres, décide de le jeter contre les autres qui s'envolent lorsqu'ils sont frappés carrément. Hattori et Tsuma ont les yeux grands ouverts. Ensuite, ils décident de profiter de la situation et d'attaquer également, mettant ainsi fin à toutes les menaces. Souriant, Kedo dit qu'ils sont en effet incroyables, comme prévu. Irrité et confus, Natsume se demande pourquoi le gars est si fort, tout comme Suma, qui se demande comment c'est possible si Seki n'a pas d'immunité spéciale. Réfléchissant également, Yaji se demande si le jeune homme pourrait être plus fort que le capitaine Nagato, tandis que Hattori dit qu'il pensait qu'il n'était qu'un petit rat. Un peu plus loin, Toriyomi dit au capitaine que Kedo se déplace bien, puis affirmant que le monstre ne semble pas être un nouveau modèle de porteur, ce qui signifie qu'il y en a d'autres cachés autour. Flottant, le proto essaie de comprendre ce qui se passe. Voyant d'autres monstres entourant l'équipe, San apparaît et dit que c'est parce qu'il est là. Même en sachant qu'il s'agit d'anciens modèles de porteurs, notre garçon pense qu'il a une mauvaise impression de cette situation. Nous voyons que l'intuition de Seki est juste car une créature terrifiante semble se cacher sous terre. L'équipe sauve la position, attendant l'attaque. Sans hésitation, les monstres décident qu'il est temps et chargent. Cependant, un coup atterrit sur l'un des singes à cornes, délivré par notre type qui repousse totalement la créature. Natsume demande si ce type n'est vraiment qu'un élève de 6e année. Hattori dit que c'est évident que le gamin est au même niveau que Nagato, peut-être même plus fort. Même s'il pensait la même chose il y a quelques minutes, Yaji lui dit de se calmer au lieu de dire des bêtises. Soudain, quelque chose attire l'attention de la jeune fille, et en levant les yeux, elle se rend compte que 5 bêtes sont sur le point de fondre sur elle et son coéquipier, mais heureusement pour les deux, quelqu'un arrête les créatures, qui sont mises en pièces. Après avoir sauvé presque tout le monde, Nagato dit qu'ils sont en territoire ennemi et qu'ils doivent rester vigilants. Choqué, le proto se demande comment il n'a même pas vu la femme attaquer. Arrêtée, la purificatrice blonde dit que c'est sûr, le capitaine est le plus fort. Quelques minutes plus tard, Hattori dit qu'ils ont déjà éliminé 20 ennemis, mais la fille aux cheveux roses n'est pas d'accord, disant que les chiffres ne correspondent pas puisque le nombre de contaminations est d'environ 5000, mais les ennemis n'avaient que 100 pollutions. Kedo décide de demander ce que Tante pense. Elle dit que la purificatrice a raison, et qu'il y a quelque chose de fort qui se cache. Regardant les ombres, inquiet, le proto se demande si ce n'est qu'un seul. Se souvenant du moment où elle a découvert que le niveau de contamination le plus élevé enregistré était de 1800, la fille aux cheveux rouges dit alors que caché n'est peut-être pas le bon mot, en se référant au sol sous les pieds de Yaji qui se fissure. Activant son pouvoir, notre type réussit à sauver la purificatrice à la dernière seconde. Alors qu'il essaie de comprendre quel genre de monstre vient de sortir du sol, en souriant, San dit qu'il les avait prévenus. Et que depuis le début, Kedo le savait. Soudain, la créature, qui ressemble à une plante carnivore, attrape Suma, qui commence à se faire avaler jusqu'à ce que le monstre ferme complètement sa gueule. Excité, le jeune rouquin dit que c'était épique, et que peut-être la créature est l'une de celles qui font fondre sa proie pour une meilleure saveur. Criant, Seki lui dit d'arrêter de rire. Les autres membres de l'équipe chargent l'ennemi, furieux d'avoir perdu l'un des leurs. Avec ses poings américains, Natsume commence à donner des coups de poing tandis que Hattori attaque avec une épée. Le problème, c'est qu'il semble qu'aucun des gars n'ait beaucoup de chance. Alors qu'un gaz rouge commence à s'échapper du monstre, il ouvre à nouveau sa gueule pour continuer son repas. Même le plus vieux purificateur du groupe est choqué. Voyant Nagato partir au combat, il dit que c'est un nouveau type d'ennemi et lui demande de revenir. Cependant, la purificatrice n'écoute pas, et avec son épée, porte un coup qui tranche plusieurs parties de l'énorme plante monstrueuse. La bouche bée, Kedo demande comment les dégâts n'ont pas été annulés. Sans dit qu'en fait, ils l'ont été, mais la lueur autour de l'arme du Godard est si dense que le processus d'annulation ne peut pas suivre.
Le vice-capitaine et le capitaine regardent la poussière retomber jusqu'à ce que l'homme décide d'attaquer le corps principal du monstre, qui est sous terre. Avec sa hache, il porte un coup insensé, provoquant un rugissement énorme qui résonne à travers la forêt. Du sol, ce qui semble être une brume violette commence à s'élever, révélant ensuite le trou d'où apparaissent des yeux rouges. C'est qui dit que c'est sûr que la purificatrice était mûre, tandis que la créature fait des bruits bizarres. Soudain, un tentacule de plante se jette sur le proto, qui s'enfuit pour se sauver et Yaji, qui est toujours dans ses bras. Déterminé, le monstre décide d'essayer à nouveau, forçant notre type à abandonner la purificatrice et à se diriger vers la confrontation. Avec les deux mains, il saisit le tentacule et commence à tirer la créature de toutes ses forces, dans l'espoir de la sortir de son repère. Étonnamment, le plan de Kedo fonctionne et un énorme nuage de poussière se lève. Toujours souriant, TS dit que c'est probablement la première fois que cette chose est venue à la surface, déclarant ensuite qu'ils font face à un transporteur de niveau intermédiaire. La bouche bée, Yaji vérifie le niveau de contamination et est encore plus choqué lorsqu'il voit le chiffre 3070 sur l'écran de l'appareil à son poignet. Criant, Matsum demande comment cette chose a un niveau de contamination supérieur à 3000. Réfléchissant, Kedo se demande ce qu'il devrait faire et s'il serait intelligent d'utiliser son pouvoir. Soudain, Hattori crie à Nagata en lui rappelant Suma. Sans une seconde de réflexion, la purificatrice se prépare à attaquer. Expliquant, Sandy que la plus grande différence entre les opérateurs de bas niveau et de niveau intermédiaire réside également dans la force, évidemment. Nagato saute dans les airs et se prépare à frapper, mais lorsqu'elle s'approche suffisamment, elle se retrouve face à face avec Suma, qui ne passe pas la meilleure journée. Voir un coéquipier dans cet état fait geler la femme. Tia dit alors qu'au-delà de la force, les opérateurs de niveau intermédiaire sont aussi intelligents. Voyant que Nagato a raté sa frappe, Toro ne la traite que d'idiote, mais saute quand même dans le combat pour sauver le capitaine, qui esquive à peine un coup. On peut dire qu'on l'a échappé belle. Celui qui prend le pire coup est le vice-capitaine. Après s'être fait fracasser contre un arbre, inconscient, Nagato et l'équipe commencent à paniquer. Mais ensuite, bam, la créature s'en prend à nouveau à la purificatrice. Elle essaie de se défendre avec son épée. Pleurant, Suma implore de l'aide, distrayant totalement la femme blonde. Furieux, Hattori décide qu'il est temps de faire payer l'ennemi et balance ses deux épées comme un vrai chef. La créature, utilisant le corps du purificateur avalé, se retourne brusquement. Elle a définitivement vu qu'il a attaqué. Le type aux cheveux bleus est frappé durement par l'un des bras de la créature et commence à cracher du jus de fraise partout, laissant Masom et Nagato en mode panique totale. Courant vers son ami, le garçon blond demande s'il va bien. Mais Hattori commence à faire ses bruits bizarres, ce qui effraie un peu la purificatrice. Soudain, le jeune type aux cheveux bleus, maintenant infecté, mord l'épaule de Natsu, propageant le virus plus vite qu'une tendance TikTok. Se retournant, Hattori vise Yaji, qui, avec les yeux grands ouverts, se dit que cela ne peut pas arriver. Puis il demande avec la voix tremblante, qu'est-ce qui ne va pas avec ses amis? Criant, Kedo dit à la jeune femme de ne pas s'approcher, mais il se fait démolir par l'un des tentacules de la créature, le laissant gravement blessé. Nagato continue de se défendre du mieux qu'elle peut, tandis que Suma, l'air terrifié, dit que ça fait mal, suppliant à nouveau la purificatrice de l'aider. Soudain, les membres de l'équipe infectée apparaissent derrière elle, et elle se rend vite compte qu'ils sont maintenant des monstres. Autrefois ses amis innocents, maintenant de véritables cauchemars. La scène brise le cœur de Nagato, la laissant sans voix. Fermant les yeux, la purificatrice essaie de retenir ses larmes. Soudain, un grand fracas se produit, et nous voyons que Kedo va très bien et est prêt à sauver la situation. Regardant le monstre, le protagoniste dit que c'est lui qu'il veut manger, donc il va être l'adversaire parfait. Utilisant le pouvoir de sable, notre garçon jette les membres de l'équipe zombie au loin, puis demande si Nagato peut bouger. Sans répondre et tremblant comme une feuille, la purificatrice montre qu'elle ne peut pas. Seki pense que ce n'est pas bon et la ramasse poliment. Ranai atteint l'endroit où se trouve Toromi et place Megado au sol, retournant à la bataille. Il lui dit de soigner les blessures du vice-capitaine. Intriguée, la purificatrice remarque quelque chose de différent chez le garçon. Regardant son appareil de contamination, elle comprend qu'il est sous l'influence du transporteur. Courant à grande vitesse, le protagoniste demande comment elle va encore bien après avoir été mordue. Souriant, on dit que le virus d'un faible n'est pas un problème. Le trio de zombies s'approche de Kedo, et Natsu est le premier à essayer de l'attaquer. Notre garçon réussit à esquiver le coup comme un pro et profite de l'occasion pour contre-attaquer. Sans hésitation, les deux autres purificateurs zombies chargent sur lui, le forçant à utiliser sa faux pour les jeter au loin. Santa demande à Seki de ne pas être trop dur avec les jeunes. Irrité, il répond que c'est facile à dire pour elle. Soudain, les plantes carnivores réapparaissent. Notre héros décide de lancer son attaque tournoyante, et sans perdre son regard déterminé, envoie des morceaux de plantes voler partout. Mais au lieu de coupures, de nouvelles plantes commencent à pousser, faisant réaliser à Kedo que le monstre se régénère, ce qui est juste agaçant. Lorsqu'il est attaqué à nouveau, le protagoniste esquive, ce qui irrite un peu le boss.
En courant, notre héros dit qu'il trouve ça agaçant aussi, montrant qu'il est prêt à en finir bientôt avec ce combat. La créature décide de transformer ses tentacules en foreuse et les lance toutes sur lui, mais il est trop rapide et s'en sort indemne. Tenant fermement la faux, il montre comment faire et tranche tous les tentacules de la plante monstrueuse. Furieux, le monstre réalise qu'il ne sera pas facile de se débarrasser de lui, qui se rapproche de plus en plus. Transformé, Seki attrape les tentacules et saute, laissant une traînée de destruction derrière lui. Il dit qu'il y est déjà habitué. En entendant cela, la créature, utilisant toujours le visage de Tsuma, tremble. Soudain, Kedo frappe un coup dans le tronc de l'ennemi, qui se met à hurler de douleur. Sentant quelque chose d'étrange, notre héros se retourne. Mais il est trop tard car Natsume l'attaque par derrière, donnant à la créature le temps de récupérer. Sans choix, Seki échange des coups avec le garçon zombie jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à l'éliminer pour de bon. Yaji et Hattori décident aussi de se joindre à la mêlée, forçant le protagoniste à faire quelque chose qu'il ne veut vraiment pas faire. Après s'être occupé des purificateurs, il décide de s'éclipser. Et devinez quoi? Il n'a éliminé personne, il les a juste attrapés. Souriant, San dit que même lorsqu'elle n'est pas dans son corps, elle est toujours assez douée, et qu'il peut mettre un tas de ses menottes à la fois. Puis il demande pourquoi c'est qui capture les enfants. Même s'il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, une fois que quelqu'un se transforme en nourrisseur, fou de rage, notre gars dit qu'il comprend. Tant intervient, disant qu'il n'est pas très cohérent et que tôt ou tard, le pire arrivera. Hurlant, le personnage principal insiste à nouveau sur le fait qu'il le sait. Haussement d'épaule, la fille aux cheveux rouges dit que ça n'en a pas l'air et que les sentiments humains sont super déroutants. Essayant de rester concentré, Kedo charge la cible, qui, Yuna tout amochée, est toujours debout. Nous voyons que la créature est à fond, arborant un sourire effrayant. Elle sort à nouveau ses tentacules, mais pas notre héros, visant plutôt Hattori et Natsume, qui sont durement touchés. Puis la couette est tirée plus près par le monstre. Confus, le protagoniste se demande pourquoi il a sauvé les nourrisseurs. Sachant ce qui va se passer, Tante dit qu'en fait, c'est juste une façon de préparer un repas. Ricanant, la créature aspire toute l'énergie qu'elle peut des purificateurs capturés. Toujours perdu, notre gars demande de quoi parle la jeune femme, puisque les nourrisseurs se déplacent généralement avec des transporteurs. Sen dit que ce n'est même pas proche de ça, puis explique que les porteurs attaquent les humains pour calmer leur virus. Mais comme les porteurs de bas niveau sont totalement stupides, ils passent directement à la partie où ils mangent, ce qui est inutile puisque le virus ne peut se multiplier qu'à l'intérieur des cellules vivantes. Comprenant maintenant, Kedo demande si cela signifie des gens comme Fete ou Mio qui ont été infectés. Sans le laisser finir, on dit que pour un transporteur, ces personnes sont des repas remplis de virus et super nutritifs, en particulier les nourrisseurs qui attaquent d'autres humains et créent plus de nourrisseurs. Faire multiplier la nourriture tout seul est ennuyeux, Kedo dit à la jeune femme d'arrêter les blagues. Même pas affecté, San dit que c'est juste une façon de stimuler la production alimentaire, quelque chose que les humains font aussi. Fou de rage, le protagoniste lui dit de la fermer. Pendant ce temps, Nagato se détend à côté de Torami. Le cœur brisé et pleurant, la purificatrice regarde Seki, qui est totalement perdu sur la façon de réagir. Mais la créature décide qu'il est temps de frapper à nouveau, faisant apparaître de nouveaux tentacules maintenant qu'elle est bien nourrie. Heureuse du festin, elle laisse échapper un rire sinistre. Déterminé à gâcher la fête, Seki charge en avant. Et encore une fois, il esquive tous les coups tout en tranchant et en coupant sans relâche, même si c'est un peu inutile puisque la guérison du monstre est d'un autre niveau. Inquiet, il essaie d'évaluer un peu la situation, réalisant qu'il ne peut pas tout gérer avec juste cette arme. Une des têtes du monstre sort du sol et manque de peu de grignoter le proto, qui s'écarte d'un bond. Le monstre trouve ça hilarant et envoie une autre vague de tentacules pour attraper le garçon en plein vol. Soudain, une énorme explosion se produit, et nous voyons Seki, totalement essoufflé, entouré de tentacules qui ont été tranchés par ses deux épées géantes depuis qu'il s'est enfin débarrassé de la faux. Avec ses yeux rouges brillants, il dit à l'ennemi qu'il ne devrait pas penser pouvoir le dévorer si facilement. Se montrer est aussi difficile quand ça compte. Le monstre s'enroule à nouveau autour de Seki, qui a un regard sérieux sur son visage. Alors qu'il sent les tentacules se refermer, au bon moment, le proto lève ses deux épées. Liu, le monstre, stupéfait par une telle puissance. Malgré cela, la créature décide de ne pas reculer. Notre héros commence à courir et à trancher sans s'arrêter. Montrant qu'il n'abandonnera pas pour arriver là où il doit être pour se protéger, la plante infernale met deux tentacules devant son visage, mais les deux sont tranchés par Kedo, qui donne un coup de pied à ceux qui restent. Nous voyons que le proto est presque là, mais soudain, la créature attrape ses épées, le forçant à les laisser tomber. Au choc du monstre, les épées disparaissent et réapparaissent dans la main de notre héros, qui, sans une seconde pensée, frappe avec les deux. Le visage de Tsume commence à changer alors que la créature hurle. Seki recule alors que des morceaux de plantes volent partout. Il atterrit sur le sol pour vérifier les dégâts qu'il a causés. Soudain, un visage bizarre apparaît là où le visage de la purificatrice était, mais notre héros trouve ça super ennuyeux puisque le combat semble interminable.
Frénétique, la créature aperçoit Yaji, Nagato et Toromi et esquisse un sourire terrifiant avant de lancer ses tentacules sur le duo. Se retournant, Kedo comprend rapidement ce qui va se passer et saute de là où il est pour se tenir devant. À cause de ce mouvement, il est durement touché dans le dos au point de perdre un peu d'équilibre. Le monstre charge la fille aux cheveux roses en criant. Le proto lance ses 2 épées, jurant de la protéger, et tenant sa promesse, tranche un des tentacules du monstre, ce qui lui procure un solide sentiment de soulagement. Mais alors une autre partie de cette plante infernale effrayante sort du sol. Maintenant, il ne lui reste que ses mains pour se défendre, et avec un impact brutal, Kedo est envoyé voler. Pendant que le tentacule qu'il vient de couper repousse. Le monstre exhibe sa puissance comme s'il était dans une compétition de gym. Notre héros gromme que cette régénération est super ennuyeuse et c'est tout, tu es stupide ou quoi? Elle souligne qu'il a assez d'énergie pour un coup final, mais il est coincé à garder la fille, qui est pratiquement un poids mort. Fou de rage, le proto dit à sa créature de compagnie de la fermer. Puis il est tout curieux à propos de ce monstre végétal, demandant s'il absorbe vraiment les nutriments du sol. Mais Tia dit que les porteurs ne font pas ça. Ce monstre a des pierres de miasme partout, ce qui facilite trop la régénération. Ne sachant pas quoi faire, le proto demande comment ils peuvent l'abattre. Sand suggère soit de tout fracasser en même temps, soit de trancher jusqu'à épuisement. Mais il répond que c'est trop pour quelqu'un comme toi. Tu n'es pas prêt à combattre un porteur de classe moyenne, donc il vaut mieux que le garçon abandonne le poids mort et s'en aille. Réalisant que Kedo n'est pas sur le point de se sauver, la rousse demande s'il est prêt à se battre jusqu'à la mort. Notre garçon répond qu'il n'a pas l'intention de mourir, mais Tia lui dit que c'est exactement ce qui va se passer s'il continue comme ça. Seki intervient alors, disant qu'il y a une autre solution, et San lui demande s'il parle de la laisser te manger à nouveau. Avec un regard déterminé, les protos répondent que oui. C'est le plan. Inquiète, San ne veut pas en entendre parler, mais le garçon insiste sur le fait qu'il fera n'importe quoi pour sauver sa sœur. Même faire équipe avec un transporteur et éliminer quelqu'un qui était autrefois humain, mais abandonner son équipe. Pas question. Tia dit alors que son maître n'écoute jamais, et qu'elle fera ce qu'il veut. Mais comme elle est agacée, elle fera un peu plus mal et en prendra un peu plus. Quand elle mord, Seki commence à crier, figé, le monstre essaie de comprendre ce qui se passe. Pendant que le proto continue de hurler alors que son corps se transforme, la scène panique la créature carnivore, souriant. Tia lui dit d'écraser ce monstre faible une fois pour toutes, et maintenant Kedo a des cornes. Avec un saut surhumain, notre garçon charge sur la cible. La bouche ouverte, Nagato finit par apercevoir Tia. Pendant que le proto se renforce et continue de charger, une fois qu'il est assez proche, il déclenche une rafale de coups qui font hurler l'ennemi de douleur et de désespoir. Une explosion massive se produit, soulevant un énorme nuage de poussière. Le travail étant fait, le proto est impatient de voir ce qui s'est passé et réalise que le monstre a complètement flanché et essaie de se retirer. Le poursuivant, il crie qu'il ne s'échappera pas, attaquant rapidement sous terre. Un de ses coups atteint le point faible du monstre, lui faisant perdre la tête. Tia sourit, soulagé que ce soit enfin fini. Le monstre essaie de se régénérer, mais sa capacité semble avoir atteint sa limite. Souriant, la rousse dit que c'est inutile. Une classe moyenne n'a aucune chance contre une classe supérieure. Sticky se dirige vers l'endroit où le monstre est piégé et tend la main pour saisir ce dont il a besoin, à savoir les pierres de miasme toutes connectées à un seul point. Excité, Tia demande si le proto peut sentir les pierres maintenant. Utilisant à nouveau son sale tour, la créature commence à utiliser le visage de Tsuma pour implorer de l'aide. Tout en implorant le pardon, la scène fait hésiter le proto. Mété est rapide pour lui rappeler que le monstre ne fait qu'imiter l'humain qu'il a absorbé et que le purificateur est parti depuis longtemps. En entendant cela, Seki serre les dents, mais il trouve le courage dont il a besoin et plonge sa main dans le corps du monstre, qui recommence à hurler. Quand notre garçon saisit ce qui maintenait son ennemi en vie, il disparaît comme par magie. Tenant la pierre, le proto tremble, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Tia apparaît et demande s'il réalise qu'il devient de plus en plus comme un porteur. Pensant, Seki étudie la pierre de miasme bleu clair dans sa main. Mais soudain, sa vision devient toute bizarre, et il commence à perdre l'équilibre, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux avec Nagato juste devant lui, se souvenant de tout ce qu'il a vu faire au garçon, même si maintenant il semble à nouveau normal. Toriyama appelle le purificateur, le sortant de ses pensées. Le vice-capitaine dit que Yaji est sur le point de se libérer et a besoin d'aide pour attacher la fille. Se retournant, le capitaine intervient, disant qu'elle assure ses arrières. Soudain, le corps de Kedo commence à agir bizarrement, se transformant en une version monstrueuse de lui-même. Il charge sur Nagata, qui se tient là, totalement confus. Puis boum, une explosion massive et des nuances de rouge se produisent. Tout cela grâce à notre garçon qui vient de réussir un coup malade. Voyant le purificateur s'échapper, Tia se dit qu'elle pensait avoir ça. Remarquant que la voix du garçon sonne bizarre, la blonde demande s'il est toujours Seki. Mais la jeune rousse intervient en disant que son hôte était fatigué alors elle a pris le relais pour un moment. D'une voix tremblante, Nagato demande si cela signifie qu'il est un porteur. Saluant méchamment, Tia dit, oui.
Tu as un problème avec ça. En entendant cela, le purificateur est furieux, mais la créature rousse s'en fiche, disant qu'elle ne peut pas ignorer la femme qui, contrairement à Tino, a les yeux pleins de haine pour les porteurs. Perché sur une branche, le purificateur demande ce que Tia prévoit puisqu'elle est un parasite à Kedo. Offensée, Sandy qu'elle préfère appeler cela la coexistence puisque cela aide le garçon et lui donne du pouvoir. Recevant un peu de nourriture en retour, l'héroïne se dit que c'est impossible. Mais le porteur dit que je me fiche de ce que tu penses. Et se préparant à attaquer, elle dit que la laisser vivre serait un problème. Alors même si elle n'est pas à pleine puissance, elle est prête à l'éliminer. Montrant sa force, Tia provoque une explosion autour d'elle. Essayant de se protéger, Megado se dit que c'est une blague et demande au vice-capitaine de s'occuper de Yaji. Soudain, le vérificateur du niveau de pollution sur les poignées du purificateur commence à biper. Atteignant un chiffre fou de 58-44, plissant les yeux, Nagato dit qu'il ne peut pas ignorer ça. Descendant de la branche, il déclare que c'est son devoir en tant que purificateur. Il est donc un peu soulagé que le porteur se soit montré, car cela facilitera grandement sa purification. Un échange intense de coups commence, avec Tia bloquant tout, même sans être à pleine puissance. Kedo se réveille en réalisant qu'il n'est qu'un spectateur dans son propre corps. Curieux, il se demande contre qui Nagato se bat. Comprenant rapidement que c'est contre lui, Tia apparaît et demande s'il est réveillé. Une fois qu'elle voit qu'il l'est, elle se promène et dit qu'elle emprunte son corps. Le proto demande pourquoi. La jeune femme explique qu'elle pensait à éliminer le purificateur puisqu'elle est venue le voir avec des plans pour le tuer. Et comme le garçon ne ferait pas ce qu'il faut, elle a décidé de s'en occuper, donc il devrait juste se détendre. Incapable de bouger, Seki crie au porteur d'arrêter, mais tout ce qu'il reçoit, c'est un sourire en retour. Dehors, Nagato continue de donner des coups de poing. Tia dit alors que pour quelqu'un qui pleurait il y a une minute, tu te bats plutôt bien. Chargeant en avant, le purificateur dit qu'elle n'a pas besoin de compliments de son transporteur. Avec une seule main, la rousse arrête l'épée de la femme, puis demande si elle pense vraiment que c'était un compliment. Après avoir bloqué l'attaque, le porteur décide de contre-attaquer. Mais Nagato est trop rapide et esquive. En essayant de lui donner un coup de pied, Tia parvient aussi à esquiver, et arrache l'épée au purificateur. Mais Nagato reprend son arme en plein vol et en profite pour placer quelques coups en brillant en jaune. Souriant, Tia dit que la femme n'est pas très douée et revient à l'attaque de toutes ses forces. Le purificateur esquive et frappe le porteur par derrière, provoquant une énorme explosion. Mais les yeux grands ouverts, elle réalise qu'une fois de plus, la créature s'est défendue. Trouvant ça hilarant, Tia dit qu'elle a rendu les choses un peu plus difficiles, laissant le capitaine et le vice-capitaine stupéfaits par sa puissance. Montrant ses compétences, la fille aux cheveux rouges soulève Nagato dans les airs et dit qu'elle va la frapper plus fort maintenant. N'ayant pas grand-chose à faire, le purificateur croise les bras devant son corps avant de se faire frapper par une attaque super puissante, l'envoyant voler et s'écraser sur ses genoux, laissant Oromu inquiet. On voit un collier tomber du cou du purificateur, et il s'ouvre quand il touche le sol, révélant une photo d'elle enfant sur le dos de son père. Regarder la photo brise le cœur du purificateur, tout comme cela brise le cœur de Seki, qui commence à se souvenir quand il était petit et disait qu'il voulait être comme son père quand il serait grand. Même en tant que simple journaliste, l'homme dit que l'entendre de son propre fils le rend super fier en tant que père. On revient à ce jour sauvage où un monstre a gâché la fête de famille du garçon, forçant son père à se battre et à le protéger, lui et Léo, quoi qu'il arrive. Serrant sa sœur fort, Seki crie après l'homme, mais il se contente de sourire et dit qu'il compte sur lui. Avant de plonger de la route avec le monstre, et, ouais, il n'y arrive pas. Laissant Kedo le cœur brisé, on revient à Nagato, qui a toujours l'air triste. Soudain, un des bras du porteur s'écrase contre l'arbre à côté d'elle, enroulant le purificateur comme si c'était un jeu de chat. Notre garçon essaie de prendre les choses en main et dit à Tia de se calmer. Souriant, le porteur fait l'impression d'être impressionné et dit que la femme est juste un obstacle puisque tout comme il a protégé Mio, il pourrait aussi éliminer n'importe quel autre obstacle. Seki intervient en disant que Nagato n'est pas comme la bête qu'il a abattue auparavant. Le porteur hoche la tête en disant qu'elle comprend. Il pense qu'elle est encore humaine et commence à se souvenir du moment où le garçon a dit qu'un porteur sera toujours un porteur. Tia affirme que le proto est du côté des porteurs maintenant, et notre garçon insiste sur le fait qu'il est toujours humain. En entendant cela, la jeune rousse fait ressentir à Kedo quelque chose d'étrange dans sa tête. Se tournant, il l'avertit que si elle élimine le purificateur, elle ne pourra jamais être pardonnée. Soudain, Tia décide de laisser le prodigue tomber directement dans les bras de Nagato. Faisant face au purificateur, le porteur dit, juste pour qu'elle le sache. Même si la femme élimine Kedo, elle ne disparaîtra pas. Elle est bien plus forte sans les règles. Et puisque Seki a totalement sauvé la vie de tout le monde, elle veut croire que les humains ne sont pas assez louches pour rendre la gentillesse par la trahison. Tia commence à fixer Yaji, qui est toujours en mode zombie, et sans réfléchir, elle fonce sur la fille. Laissant le purificateur choqué, elle explique qu'elle a injecté un peu de son virus à la jeune femme, ce qui la gardera silencieuse pendant quelques jours. Et puisque tout va bien maintenant,
elle retourne à sa place. Nagato est de nouveau solo, tenant toujours Seki, puis se souvient de son équipe, qui a été totalement détruite. Sortant de nulle part, Toraomi se précipite vers la femme, tandis que Kedo somnole sur son épaule. Après un moment, il se réveille dans un lit et demande où il est. À côté de lui, Megato demande si le proto s'est enfin réveillé, le surprenant. Répondant à sa question, elle dit qu'ils sont dans son appartement. Même un peu flippé, notre garçon dit qu'il comprend. Regardant devant lui, il voit le vice-capitaine et Tino, qui le fixent aussi. Le héros dit alors que le gars a dormi toute la journée et demande comment il se sent. Notre garçon dit qu'il va bien et demande ce que l'association sait. Tino lui dit de ne pas s'inquiéter, car seules les personnes dans cette pièce connaissent son secret. Toraomi s'excuse de l'embêter, mais il a passé toute la nuit à nettoyer le bazar, ce qu'il a épuisé, alors il devrait lancer l'interrogatoire. Kedo explique qu'elle était un porteur de niveau moyen, mais qu'il y en a d'autres qui sont bien plus forts comme Tia. Nagato demande alors pourquoi il a fait équipe avec une créature. Tino dit à la femme de surveiller ses mots, et se sentant assez proche du proto, s'avance et dit que Kedo a travaillé avec le porteur nommé Malacia pour sauver sa propre sœur. Donc, le purificateur ne devrait pas agir comme s'il était un traître, embarrassé. Nagato dit que ce n'était pas son intention. Toraomi dit aux deux de se calmer, affirmant qu'il est temps pour Seki de leur présenter Malacia. Le protagoniste appelle la créature, qui apparaît rapidement. Assise sur le lit à côté du garçon, rendant Nagato toute nerveuse. Souriant, elle dit que le purificateur n'a pas besoin d'être si tendu après tout. Ils ont convenu de ne pas avoir de rancune. Le vice-capitaine est d'accord et dit à la femme que l'accord était d'agir sans violence. N'ayant rien d'autre à faire, le capitaine s'excuse. Le plus âgé du groupe remercie ensuite Tia, car grâce à elle, ils ont pu déplacer Yaji. Inquiet, Kedo demande ce qui va arriver à la jeune fille. Expliquant, le vice-capitaine dit que la fille est en quarantaine au centre médical de la branche d'Adaki. Mais officiellement, ils ont rapporté que Yaji est morte en service, car s'ils découvraient la vérité, le purificateur deviendrait un sujet de recherche, ce qui est totalement inutile car il existe d'autres moyens d'obtenir des réponses, comme, par exemple, par le biais de la Malaisie. Le purificateur dit alors qu'elle n'a aucune idée de comment guérir quelqu'un transformé en rapace, et que si Yaji continue à recevoir son virus, elle sera contenue mais mourra dans un mois. Nagato dit alors que c'est pareil. Cela pourrait arriver à Kedo. Mais le porteur dit que les garçons sont des hôtes, et à cause de ça, elle le gardera en vie quoi qu'il arrive. Entendre cela fait transpirer le capitaine. Tino dit qu'il aimerait en savoir plus à ce sujet. Demandant ensuite quel est l'objectif des transporteurs et ce qu'ils veulent vraiment, Malaya dit que la raison est assez évidente. Mais soudain, la mauvaise ambiance la frappe, faisant écarquiller ses yeux. Seki demande ce qui se passe. Avec un regard sérieux, Tia dit qu'apparemment, un porteur de haut niveau vient d'arriver. Ailleurs, on voit une créature se demander pourquoi Malaya n'a pas donné de nouvelles. Bavant, le porteur dit alors qu'il est affamé. Repérant rapidement des humains se promenant dans la rue, il croise les bras se demandant combien d'entre eux il peut dévorer. Il s'avère que les héros vont affronter Crankite, un porteur de haut niveau de classe 4. Le protagoniste ainsi que la fille aux cheveux roux avertissent l'équipe qu'un transporteur majeur vient d'arriver. Cela laisse le reste du groupe un peu secoué. Intrigué, le plus âgé du groupe dit que le détecteur n'a rien détecté. La fille aux yeux rouges dit alors que le problème est à 10 km autour de la gare de Shibuya, et qu'il n'y a pas de réaction parce que le virus est contenu. Notre garçon demande si c'est possible. Faisant une blague, la fille dit que oui et explique que le facteur de pollution chez les porteurs se déclenche quand ils bavent et ne peuvent pas contrôler leur faim. En général, les opérateurs principaux ne laissent pas la situation empirer à ce point, en ouvrant le système. La blonde dit qu'autour de la gare de Shibuya, on signale un tunnel d'un autre monde. Et comme l'ado responsable est déjà allé vérifier, il devrait se déployer aussi. Inquiet, le type aux cheveux blancs demande ce qui se passerait si un transporteur principal perçait. Sans hésiter, la rousse répond que probablement, dans quelques jours, tout le Japon serait dévoré. Puis elle ajoute que ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Se levant, l'homme dit qu'il devrait au moins avoir une prime et une allocation spéciale pour aller sur les lieux. Le protagoniste se lève aussi, mais ressent soudain une forte douleur à la tête. La blonde dit alors que Seki n'est pas au top de sa forme, donc il devrait se détendre et attendre. Même si le type proteste, la jeune femme dit que c'est un ordre. N'ayant pas le choix, notre garçon dit juste qu'il comprend. Avant de partir, l'homme plus âgé dit qu'il est trop précieux et ne devrait pas se jeter dans l'action à moins d'être à 100%. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, on voit le problème d'un autre monde s'écraser. La créature avec des cheveux violets et verts a l'air confuse, tandis que les gens autour se demandent comment elle est tombée du ciel. Faisant sa première victime, le type avec une cape touche l'épaule d'une fille. Elle sent quelque chose d'étrange mais ne comprend pas vraiment ce qui vient de se passer. Son copain s'énerve, mais elle dit que tout va bien. Une journaliste arrive vers le monstre en demandant si c'est Azizek. Prétendant qu'elle trouve son look unique sans dire un mot, le méchant met un doigt sur la bouche de la jeune femme. Elle est tout aussi confuse,
tandis que son assistant dit qu'il devrait essayer de discuter avec quelqu'un d'autre. Le monstre continue de se promener et touche le visage d'un type en costume qui passe. Nerveux, le type demande ce qui se passe avec le jeune homme qui fait ça. N'obtenant aucune réponse, il décide de continuer à avancer et d'appeler un taxi. Marchant dans la rue, même avec un feu vert, le monstre s'arrête et, regardant vers le haut, demande où quelqu'un pourrait être. Nerveux, un type sort de la voiture après l'avoir presque heurté et lui dit de se dépêcher. Une fille intervient et dit qu'elle va s'en occuper. Embarrassé, le type remonte dans la voiture en demandant à la jeune femme de vraiment faire ce qu'elle a dit. Un groupe s'approche de Mizuno et lui dit qu'elle ne devrait pas oublier que c'est son premier jour. Souriant, la fille les remercie et l'un des types demande alors si le monstre écoute au moins. La créature jette un coup d'œil sans trop tourner la tête, puis recommence à les ignorer. Agacé, le type dit que rester immobile dans la rue est super agaçant. Mettant une main sur son visage, le monstre pense qu'apparemment, il y a aussi des humains comme ça. Déclarant bruyamment qu'il pue vraiment, les deux types ont l'air confus. Mais le monstre dit qu'aimer ou détester quelque chose n'est pas vraiment son truc. Puis il provoque une énorme explosion de lumière violette qui augmente le facteur de pollution à 35 982. Soudain, le monstre s'approche et place ses deux mains sous les visages des deux types, ce qui fait que leurs visages commencent à se déformer jusqu'à ce qu'ils explosent, aspergeant du jus de fraise partout. Mizuno regarde tout avec la bouche bée. Le monstre dit alors que sa langue est en train de tomber, ce qui honnêtement est déjà un régal. Un autre type arrive et lui attrape l'épaule, mais avant même qu'il puisse poser une question, il mord la poussière aussi, ce qui rend la fille encore plus secouée. La créature se promène et lâche nonchalamment qu'elle vient d'anéantir tout le monde avant d'infecter, ce qui provoque une panique totale parmi la foule avec une ambiance plus sombre qu'un trou noir. Le crank dit qu'il n'aime pas que les gens le touchent. Après avoir poussé un cri qui pourrait réveiller les voisins, Mizuna sort son épée. Mais tremblant comme une feuille, son adversaire lui dit de ne pas se dégonfler, car grignoter des restes n'est pas son style. Pendant ce temps, dans l'appartement où le personnage principal se détend, la jeune rousse dit qu'il était temps que le chaos se produise, notre type demande de quoi elle parle. Elle explique qu'une fois les coordonnées définies, ils ne peuvent pas créer trop loin. Et comme le Japon n'est en gros qu'une petite île pour que les tunnels n'apparaissent pas à l'étranger, ils doivent agrandir la zone de buffet de l'île. Entendre ça fait bouillir notre garçon, et la fille dit qu'elle aimerait qu'il se détende un peu. De retour à l'explication, elle dit que s'il vise l'expansion, les opérateurs de bas niveau d'il y a 10 ans n'ont aucune chance, et notre type dit qu'il y a des purificateurs là-bas. Mais elle riposte en disant que les principaux porteurs sont des patients, et pour un humain normal, il a un sacré ego. On revient à la ville où le monstre tient Mizuno par le cou, prêt à planter ses graines comme si c'était l'heure du jardinage. Le couple de tout à l'heure continue de se promener dans les rues en bavardant, tout comme la journaliste et son acolyte. L'homme en costume et cravate se détend dans son taxi, puis le monstre claque des doigts. Soudain, la copine du jeune homme se met à hurler à plein poumon. Trouvant ça hilarant, le jeune homme dit qu'elle exagère complètement. Mais de nulle part, elle passe en mode bête et l'attaque. La journaliste se transforme également en une créature immonde, laissant le type avec une cape secouée. À l'intérieur du taxi, l'homme en costume essaie de grignoter le chauffeur, qui est choqué, perd le contrôle de la voiture et s'écrase dans un camion, provoquant une énorme explosion. Soudain, des flammes, ces pauvres âmes, maintenant zombies, commencent à ramper. Même avec leur corps en feu, souriant, la créature dit qu'il est temps d'agrandir sa zone de buffet et d'attendre que ses proies se fassent prendre au piège. Le chaos éclate dans la ville, faisant sprinter les gens pour sauver leur vie comme si c'était une vente du vendredi noir. Caché, l'assistant du journaliste filme la folie tout en se demandant ce qui se passe, concluant qu'à coup sûr, quelqu'un a ouvert les portes de l'enfer. Le cerveau derrière tout ça se tient là, satisfait du chaos. Le voir se détendre fait que le caméraman demande pourquoi il ne court pas, mais soudain, la créature disparaît devant ses yeux. Réapparaissant comme par magie à ses côtés avec un regard sombre, le monstre demande ce que le jeune homme fait là, et appréciant le regard de pure terreur, affirme qu'il se fiche complètement de la réponse. La caméra tombe, et tout ce qu'on entend, c'est le jeune homme crier. Le protagoniste est collé à la télé, et réalisant que Crankite est dans la ville, commence à se précipiter vers la porte. Mais la rousse active son pouvoir, l'enveloppant dans une sorte de corde rouge. Avec notre garçon le visage planté sur le sol, la fille demande où il pense aller. Criant, il dit qu'il doit aller abattre la créature, mais elle dit qu'elle ne le laissera pas partir car il ne peut pas affronter l'ennemi. Essayant de la convaincre, il insiste sur le fait qu'ils peuvent gagner s'ils font équipe avec la purificatrice de haut niveau, Mikadono et les autres. En désaccord, elle dit que s'il y va, Crank saura qu'elle existe, ce qui ne fera qu'empirer les choses. Grinçant des dents, il dit qu'il n'y a rien de pire que tous ces gens qui meurent là-bas. Le regardant avec ses superbes yeux rouges, elle dit que ça n'a rien à voir avec lui. Soudain, son téléphone se met à sonner, et à l'autre bout, Nagato appelle Seki, puis l'avertit qu'une tonne de personnes ont déjà été transformées en pieds, mais ils espèrent calmer tout le monde. Tout comme ils l'ont fait avec Yaji, ils ont juste besoin de savoir si c'est possible. Notre garçon reste silencieux, toujours au sol.
La rousse dit alors que faire ça est impossible, et elle ne le dit pas par dépit, mais parce qu'elle sait que la fonction originale du virus est de se propager tout en détruisant les cellules, ce qui signifie que inverser le processus nécessiterait un sérieux coup de pouce. Même tristement, la blonde dit qu'elle comprend. En entendant tout ça, le garçon aux cheveux bleus interroge son patron sur les forces d'autodéfense qu'ils ont demandées. L'homme dit alors que l'escouade Ishigaya, l'escouade Mishupu et l'escouade Meguro sont déjà en route. Et comme le type dont la maison est dans le district de Minato, il peut aller à Shibuya depuis l'est. Le jeune dit qu'il comprend et prévient que sauver les infectés est hors de question, ne laissant que l'option de les éliminer, mais le boss est catégorique. Comme les médias n'ont pas encore pipé mot, faire ça fera croire à tout le monde que c'était un pur meurtre. Il ne laisse donc pas l'équipe bouger tant que les forces d'autodéfense ne sont pas là. Pas grand-chose d'autre à dire, le jeune dit juste que tout le monde va tout donner. Puis il se retourne et dit à l'escouade qu'il va y entrer en premier, tandis que les deux autres devraient s'occuper des zombies. Activant son équipement, Mika fonce dans le chaos. Pendant ce temps, au milieu des flammes, le monstre trouve bizarre que le nombre de zombies n'augmente pas comme prévu. Sorti de nulle part, une escouade de soldats apparaît. Un des gars crie que l'escouade Oroguchi a atteint la gare de Shibuya et que quelqu'un doit mettre en place une voie d'évacuation pour les civils. Mais un autre soldat avertit que les gaz lacrymogènes et les tranquillisants échouent lamentablement. Pourtant, le sous-lieutenant ne les laissera pas tirer, disant qu'ils doivent continuer à essayer de neutraliser la menace. Les soldats commencent à lancer des filets, espérant piéger les zombies, pendant qu'ils essaient d'avancer avec leurs boucliers. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'infectés, et les filets ne suffisent pas. Regardant en arrière, le monstre dit que ce doivent être les soldats de ce monde, puis affirme qu'il ne veut pas qu'ils se mêlent de lui. D'un simple mouvement de poignet, il invoque des loups et d'autres monstres qui sortent du sol. Remarquant les créatures, le sous-lieutenant avertit tout le monde qu'une attaque arrive par derrière. Ceux qui peuvent se retourner rapidement commencent à tirer sur les monstres enragés, déclenchant une fusillade massive. Mais les balles ricochent sur la peau de la créature, prouvant que cette attaque est un échec total. N'ayant plus rien à faire, les soldats se figent, attendant que le pire arrive. Alors qu'il hurle de panique soudainement, un rayon de lumière bleue surgit, grâce à l'arrivée de Mika. Puis une énorme explosion se produit, anéantissant complètement les créatures monstrueuses. L'explosion est si épique qu'elle peut être vue à des kilomètres à travers les bâtiments de la ville. Un peu étourdis, les soldats regardent le héros qui vient de les sauver, maintenant face à face avec l'ennemi. Montrant qu'il n'a pas peur du monstre, le jeune dit que s'il était venu juste pour se détendre, il serait même le guide touristique. Mais il ne laissera pas un virus comme ça se propager, et pour cela, il doit purifier la créature d'abord. Souriant, Crank dit qu'il a attrapé une autre collation fraîche. Déterminé, Mika dit qu'il va s'occuper de l'ennemi et dit aux soldats d'évacuer les civils. Les gars acquiescent et commencent à reculer. Le monstre dit alors que les jeunes semblent savoir qu'il n'est pas humain. Comme s'il avait déjà vu quelque chose comme ça, chargeant pour l'attaque, le héros dit qu'il n'est pas là pour discuter. Le monstre active rapidement son bouclier, mais Mika brise la protection d'un seul coup, laissant le monstre un peu secoué. Sur un ton taquin, le jeune dit que la créature est plus faible qu'il ne le pensait, et après avoir accumulé un sérieux élan, charge à nouveau avec son épée massive. Pour se défendre, le monstre lève une de ses mains, qui commence à se couvrir d'une étrange croûte violette, bloquant l'épée du héros. Avec un sourire narquois, le jeune montre que ce n'est pas encore fini, et ajoutant un peu plus de puissance à son arme, tranche la main et l'avant-bras du monstre, le forçant à reculer, créant un peu d'espace pour régénérer son bras blessé. Un peu plus loin, Mika regarde tout ça, mais soudain, son adversaire disparaît de sa vue, prouvant qu'il n'est pas seulement rapide, il est aussi sournois. D'un seul bond, le monstre apparaît derrière le jeune, affirmant qu'à ce rythme, il finira par être infecté. Mika dit désolé, puis déclenche une explosion massive de lumière qui envoie le monstre voler et défigure son visage. Regardant la créature, le héros dit qu'elle n'est pas aussi coriace qu'elle le pense. Le monstre est clairement blessé, et il se retire pour se régénérer. Sans perdre de temps, le jeune homme maniant l'épée charge vers l'avant, frappant sans arrêt avec son arme, tandis que le monstre saute partout pour esquiver les coups. Criant, Mika dit que sa régénération est solide mais pas infinie, donc il continuera à frapper jusqu'à ce que son corps atteigne la limite. Sans s'en soucier, le monstre dit que ce n'est pas possible pour lui. Dans le ciel, un hélicoptère plane au-dessus du champ de bataille. C'est un navire de presse qui essaie de diffuser le chaos qui se déroule en bas. Un type s'avance et annonce que le purificateur de première classe affronte quelqu'un qui ressemble à un humain, mais qui est en réalité le porteur du chaos responsable du désordre sauvage à la gare de Shibuya. On voit une foule à Meguro, tout excitée à l'idée de regarder l'épreuve de force. Et dans le quartier de Shinjuku, l'ambiance est tout aussi animée. De plus, le quartier de Minato est également en effervescence. L'émission est même diffusée à la télévision chez Nagato, où le personnage principal et la fille aux cheveux de feu se rencontrent. Retour sur le champ de bataille. Le monstre essaie d'esquiver les mouvements de Mecha, mais ça ne se présente pas bien. Mecha court partout, montrant une agilité impressionnante. Sorti de nulle part,
le monstre lui lance une voiture, mais notre héros la bloque avec son épée massive. Le rebondissement? Le monstre n'a pas juste soulevé une seule voiture. Pourtant, le héros les esquive toutes, frappant comme un pro, provoquant une autre explosion épique qui illumine la scène. Criant, il demande si le monstre pensait vraiment que ça marcherait, et il admet juste qu'il n'est pas très bon au combat. Puis il lève plus de voitures avec son pouvoir et les lance à nouveau sur le jeune guerrier. Alors qu'il est sur le point de porter un autre coup, il crie que cette stratégie est totalement inutile. Sautant dans les airs vers les voitures, il a l'air sur le point de se briser en 1000 morceaux. Soudain, Crank se vante de ses plus grandes démonstrations, son appétit infini et sa réserve infinie de virus, révélant qu'il est sur le point de lancer un bâtiment entier. Les yeux de Mika s'écarquillent, totalement secoués par ce qu'il voit. Continuant à planer dans les airs, le monstre affirme qu'il est super fort. Puis il laisse voler le bâtiment de toutes ses forces. Avec un sourire inquiet, le héros dit que ce ne sera pas amusant. Avant d'être englouti par une explosion massive, il ne reste que les débris de ce qui était autrefois un bâtiment. Crank se promène dans les décombres, fier de son chaos. Puis quelque chose attire son attention. Il jette un coup d'œil sur le côté et aperçoit un éclair bleu jaillissant du béton. Dans l'hélicoptère, le journaliste perd le contrôle de la scène. Criant que le purificateur de première classe Mika est toujours vivant, les gens dans les villes applaudissent comme des fous. Le jeune homme ne perd pas une seconde et charge la créature maléfique. Surpris, il dit que le gamin est plus coriace qu'il n'y paraît. Hurlant, Mecha déclare que Crank n'a encore rien vu. Puis il frappe de toutes ses forces, son épée massive brillant. Une explosion de lumière éclate. Tout en se défendant, le monstre affirme qu'il peut dire la même chose de lui-même. Une fois de plus, il amène sa main verte et visqueuse vers le visage du jeune homme, qui saute en arrière pour esquiver l'attaque. La lumière violette brille à des kilomètres, rayonnant sur les toits comme un panneau néon. Après avoir fait quelques pirouettes, le jeune homme est prêt pour le deuxième round. Il charge pour attaquer Crank de front. Le fixant du regard, la créature lui demande s'il ne pense pas qu'il est temps d'abandonner. Hurlant, Mika insiste sur le fait qu'il ne fait que commencer et qu'il n'est pas seul, en criant aux soldats et à son équipe. Un peu agacé, Crank le traite d'entêté. Le héros cale son épée sous son menton pour supporter la pression de l'attaque, tandis que le monstre dit qu'il va juste l'écraser. Mika se met à crier à cause de la forêt contre laquelle il se bat. Souriant, la créature dit que c'est un adieu. Toujours au sol, Seki crie pour son ami. Soudain, une lumière jaune éclate sur le champ de bataille, suivie d'une explosion massive qui arrache le bras de Crank. Choqué, il regarde en arrière pendant que le héros essaie de récupérer. Au milieu de la fumée, une silhouette apparaît. C'est Megado qui dit que c'était plutôt dangereux. Souriant, Mika dit qu'il garde le meilleur pour la fin. Soudain, sa montre se met à biper. C'est le soldat qui appelle pour dire qu'ils ont évacué tout le monde dans un rayon d'1 kilomètre autour de la gare de Shibuya, et le jeune homme sourit et remercie. Craig est confus, fixant son propre bras sur le sol, et se retournant, il demande si Nagato est plus fort que son dernier adversaire. L'héroïne dit que c'est sûr, mais elle tient à souligner que Mika se bat dans la ville et qu'il se retient. Choqué, le monstre réalise qu'il n'a pas vu toute la puissance du jeune homme. Rétrécissant ses yeux, le héros l'avertit. Effrayé, la créature active à nouveau son pouvoir pour invoquer ses serviteurs démoniaques. Mais d'un geste rapide, Nagato élimine les loups. Juste au moment où elle enlève les jambes de Crank, qui s'écrase au sol avec un bruit sourd. Mecha remercie la jeune femme pour son aide, et elle répond que ce n'était rien. Hurlant, le héros dit à Crank qu'il n'aura même pas besoin d'une miette de lui pour raconter l'histoire. Incapable de sortir, il réalise qu'il est dans de sérieux problèmes. Le héros se dirige alors vers son adversaire, rayonnant une forte lumière brillante. Ce sera la dernière chose que le méchant verra. Une explosion massive bleue et verte illumine le ciel. De très haut, le caméraman dans l'hélicoptère essaie de saisir chaque détail. Sortant de nulle part, le journaliste hurle, remarquant qu'il ne reste que Mika en bas, debout sur un morceau de terrain. Le héros regarde droit dans la caméra et fait un show gobe aux téléspectateurs. Avec un sourire, le journaliste annonce que le purificateur de première classe Mika lève un V pour la victoire, ce qui fait que tout le monde le regarde devenir fou. Toujours au sol, Seki dit qu'elle est super contente pour ses amis. Mais quand elle voit le visage de la fille aux cheveux roux, elle demande si Crank était un ami proche, et Mika répond, non. En fait, ce type était celui qu'elle détestait le plus et qu'elle voulait éliminer. Confus, le protagoniste se demande pourquoi elle ne semble pas emballée. La jeune femme dit alors que c'est parce qu'elle sait que ce n'est pas encore fini. On passe à une autre partie de la ville, où, au sommet d'un immeuble, Mizuno est à genoux. Soudain, quelque chose la fait reculer comme si elle venait de voir une araignée. La jeune femme admet qu'elle a baissé sa garde, et que s'il n'avait pas préparé de clone, tout aurait été grillé, révélant que, surprise, Crank est toujours vivant et dans un nouveau corps. Regardant la ville en contrebas, le méchant dit qu'il a super faim. Clavigne ensuite qu'il avait pensé en garder pour plus tard, mais il ne peut pas résister plus longtemps. Des lumières violettes commencent à briller là où se trouve Crank. Toujours sur le champ de bataille, Mika dit qu'il est temps de rencontrer Ata. Un soldat apparaît en criant que le jeune homme s'est révélé plutôt cool.
Mais en regardant l'épave autour, il ne peut que penser que, honnêtement, le purificateur est épique. Souriant, il dit que la ville est détruite, mais que ça pourrait être bien pire sans lui. Soudain, le type laisse tomber son arme et se met à hurler. Paniqué, Mecha dit à Megato d'activer son immunité spéciale. La jeune fille passe à l'action et toutes deux activent leur pouvoir pour affronter le soldat zombie. Sortant de nulle part, la créature explose tout simplement. Confus, le héros se demande comment le monstre a pu manger et mourir en même temps. Mais en repérant les lumières violettes, il réalise qu'il s'agit d'une infection aérienne. Inquiète, Mika contacte rapidement son patron pour émettre un code d'alerte à l'échelle de la ville. Dans l'hélicoptère, le journaliste sent que quelque chose ne va pas. Mais soudain, la brume violette inonde l'appareil, ce qui fait que tout le monde commence à se transformer jusqu'à ce que l'hélicoptère s'écrase et fasse boum. Dans une autre partie de la ville, une jeune fille reçoit l'alarme d'évacuation interne sur son téléphone. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. À Minato, on voit une mère et son fils sprinter, essayant d'échapper à la brume violette. Ils réussissent à se réfugier dans un immeuble. Dehors, un homme leur dit d'attendre, ce qui panique le petit garçon. Mais après quelques minutes, deux mains apparaissent sur la porte vitrée. Appartenant à l'homme, qui est maintenant un zombie enragé, toujours sur la terrasse, Crank remercie pour le repas, tout en absorbant toute l'énergie du chaos qu'il a causé et qui entre par sa bouche et sa peau. Restaurer complètement son nouveau corps, distrait, il ne remarque pas Mika et Megato se faufiler. Quand il repère la créature, qui réalise enfin qu'elle n'est pas seule. Le duo voit que c'est Mizuno, la fille de l'escouade de purificateurs de 6e classe de Seki. Fixant les héros, Crank dit qu'ils sont vraiment persistants. Surprise. Mika dit que c'est impossible. Écoutant tout à travers la montre de la jeune blonde, le proto, toujours allongé sur le sol, demande ce qui se passe. Mika reste silencieux pendant quelques secondes, puis dit aux garçons de ne pas s'inquiéter car ils ont juste besoin de finir le nettoyage. Avant d'attaquer, Crank dit que puisqu'il est rassasié, il va les éliminer tous les deux, ce qui fait que son brouillard enveloppe les deux héros et que le niveau de pollution monte en flèche. Désespéré, Seki demande si c'est la voix de Mizuno, mais personne ne répond. Ne comprenant pas, il demande à la fille aux cheveux roux pourquoi ils se battent contre Mizuno. Elle dit que l'hôte principal a probablement pris le contrôle du corps de la jeune fille. En entendant cela, les yeux de notre garçon s'écarquillent. Hurlant, il demande s'il n'y a rien qu'il puisse faire. La fille aux cheveux roux détourne le regard et dit qu'il lui serait impossible de gagner. Malgré ça, le protégé continue de la supplier de le laisser partir, serrant les dents et se tournant sur le côté. La fille lui dit qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne ferait pas ça. Sans issue, Seki commence à se souvenir. Quand Mizuno a dit qu'un jour il serait reconnu comme un purificateur, mais que jusqu'à ce moment-là, elle le protégerait. Le feu commence à grandir à l'intérieur du garçon qui réalise que c'était Angster qu'il avait enfin vu. Utilisant toute sa force, il commence à casser la corde jusqu'à ce qu'il soit complètement libre. Surprise, la fille aux cheveux roux est totalement excitée pendant que notre garçon affirme que c'est à son tour de protéger Mizuno. Elle tend la main, activant son pouvoir, qui traverse les yeux de Seki plus vite qu'une tendance TikTok. Puis, sorti de nulle part, il s'évanouit. Berçant le proto dans ses bras, la jeune fille s'excuse et promet qu'elle ne se trompera pas.